Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'INSTN et je vous propose de commencer cette leçon inaugurale du génie atomique. Je donnerai la parole à M. Daniel Ververt, administrateur général du CEA, puis à M. Yves Bréchet, haut-commissaire à l'énergie atomique, pour le mot d'accueil. Interviendra ensuite M. Philippe Correa, directeur de l'INSTN. Puis nous laisserons la place à M. Jean Fluchère, qui nous prononcera une conférence sur le thème de la conception à la construction, en passant par l'exploitation et la maintenance des installations nucléaires. Comment faire progresser de façon continue la sûreté des équipements, des installations nucléaires actuelles et futures, grâce au retour de l'expérience et en intégrant l'importance des facteurs humains et organisationnels. Je vous inviterai ensuite à un cocktail. Je donne donc la parole à M. Daniel Ververt. Merci beaucoup. C'est impressionnant, les bouquets, c'est très rare. Je me demande si je ne vais pas les renverser tout à l'heure sous le coup de l'émotion. Vous savez, quand on fuit la scène, voilà, donc hop, on renverse les choses. Voilà, en tous les cas, bonjour, bon après-midi à tous et à toutes. Cher monsieur Jean Fluchère, messieurs les amiraux, je crois qu'on dit comme ça. J'avais prévu qu'il n'y en ait qu'un, mais puisqu'il y en a deux au moins, deux qui se sont déclarés, peut-être un troisième, je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas bien vu dans les rangs. Donc, messieurs les amiraux, monsieur le haut-commissaire à l'énergie atomique, cher Yves, monsieur le directeur de l'INSTN, mesdames et messieurs les présidents, les directeurs généraux et directeurs, mesdames, messieurs les élèves, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou les élèves ingénieurs, quand j'étais dans l'école d'ingénieurs, on disait des élèves ingénieurs, et enfin, mesdames, messieurs. C'est un très grand plaisir pour moi donc d'ouvrir cette leçon inaugurale donc de la formation pour les ingénieurs spécialisés en génie atomique. Cette formation est évidemment professée pour l'essentiel à l'INSTN et j'aimerais insister très brièvement sur le fait que l'INSTN est plus que jamais au cœur du nucléaire en France. Tout d'abord à cause, je crois, de la refondation actuelle de la filière nucléaire. Cette refondation se traduit bien évidemment par des évolutions importantes, j'allais dire donc dans l'organisation, mais aussi, j'allais dire donc des réflexions autour des différents produits, des différents métiers, et bien entendu donc avec des perspectives d'avenir. Donc cette refondation qui a été depuis 2015 d'abord j'allais dire organisationnelle et capitalistique, ne perdons pas de vue qu'entre EDF et Areva, c'est de l'ordre de 8 milliards qui ont été injectés dans le nucléaire français. Donc des fois, quand certains se posent la question de l'engagement du gouvernement vis-à-vis du nucléaire, là encore, je veux dire, il suffit de regarder les actes et on voit qu'il y a effectivement un engagement très fort de l'État pour faire en sorte que cette filière nucléaire française puisse maintenant, j'allais dire, voguer vers des cieux plus sereins que par le passé. Autre chose également, c'est qu'aujourd'hui, c'était vrai déjà dans le passé, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, le nucléaire est quelque chose d'international, les développements internationaux, l'export est quelque chose d'extrêmement important. Et donc l'INSTN, je pense que ce sera largement rappelé par le directeur, d'habitude il le fait, le directeur de l'INSTN, montrera à quel point l'INSTN se situe à la fois avec un pied en France, au cœur du nucléaire, donc pour former les scientifiques, les ingénieurs, les techniciens donc, au nucléaire, donc, dont notre industrie a besoin, mais aussi, d'une manière très volontariste, se situe en accompagnement de la filière nucléaire à l'export et donc y apporte sa contribution chaque fois qu'on la lui demande. Toutes ces raisons font que la formation et la formation du génie atomique est aujourd'hui plus que jamais donc un des piliers du nucléaire français. Je voudrais juste dire un mot, mais ce sera là encore, je pense, détaillé, puis vous aurez le droit de poser des questions. Depuis plus de 2 ans, l'INSTN s'est profondément rénové pour être capable de répondre à cette mutation profonde de la filière et d'une manière générale du nucléaire international. Et donc c'est ainsi qu'une organisation nouvelle qui a été mise en place à l'issue, j'allais dire, d'un travail de concertation extrêmement important avec l'ensemble des personnels et des élèves d'ailleurs, et des anciens élèves qui étaient représentés, une nouvelle organisation que je crois plus efficiente, mieux adaptée, j'allais dire, aux enjeux, là encore, de l'INSTN. Il y a aussi eu, en passant, et qui est un peu une retombée de ce travail, la mise en place, je crois, de ce qui s'appelle un comité d'orientation. J'ai hésité entre conseil et comité.
un conseil d'orientation, c'est un cran au-dessous, voilà, donc qui est là. Je dirais, même si l'INSTN est évidemment une partie très bien intégrée, intégrante et intégrée du CEA, c'est une sorte de, passe-moi cette expression, Philippe, de petit conseil d'administration permettant au niveau de l'INSTN de s'assurer que les orientations sont claires, les moyens sont là et que d'une manière générale, les clients peuvent exprimer, les clients, autrement dit les employeurs qui finalement souhaitent que les formations soient dispensées, donc que les clients puissent s'exprimer et s'assurer de la qualité de ce qui est fait. Je voudrais aussi souligner quelque chose, c'est que cette révolution, cette évolution, cette nouvelle vision de l'INSTN s'accompagne d'une exigence de qualité tout à fait exceptionnelle qui devait exister évidemment avant, mais qui est clairement exprimée aujourd'hui et surtout pour laquelle on va chercher des auditeurs, des gens capables d'apporter, donc de garantir que cette exigence de qualité est bien satisfaite. Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et à nouveau, c'est important évidemment pour les employeurs des futures promotions, des futurs élèves qui, bien entendu, pourront se prévaloir donc de cette qualité certifiée, et c'est aussi important pour vous, les élèves ingénieurs, puisque c'est la preuve que l'enseignement que vous allez recevoir est bien adapté et surtout répond bien aux exigences actuelles. Alors bien entendu, ce que je viens de dire est très vrai, est vrai pour toutes les formations de l'INSTN, mais ça l'est encore plus pour le génie atomique, qui pour moi est quand même le fleuron de l'INSTN. Alors cet après-midi, c'est l'après-midi du génie atomique, donc on va rajouter une couche d'encens. Ceci dit, je pense que c'est quand même la raison première de l'INSTN, dispenser ce cours avec évidemment le cours aux techniciens de radio, voilà, mais donc le génie atomique est vraiment le fleuron des formations. Ça doit être une formation, je dirais, de haute qualité, hautement qualifiante et qui permet, et ça on s'en rend compte, je pense que Philippe vous le redira peut-être au cours de votre scolarité, c'est sûrement une des formations en France où la garantie de l'emploi est la mieux sécurisée, puisque je crois le jour où le diplôme est remis, près de la moitié des élèves ont déjà un poste, et quelques mois après, 60 à 70%, voilà, et 6 mois après, je crois que tout le monde est casé, donc il y a peu de filières et peu de formations qui peuvent se prévaloir de tels résultats. Je voudrais juste en un mot saluer la venue de Jean Fleischer parmi nous aujourd'hui, et je crois que sa venue, c'est peut-être la meilleure illustration de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de tous les enjeux de la formation pour la filière et pour le futur de la filière. Bien entendu, le choix de notre maître cet après-midi, de notre maître de conférence, n'est pas tout à fait fait au hasard. Je pense que c'est quelqu'un qui devrait vous transmettre, nous transmettre beaucoup. D'abord parce que c'est un diplômé lui-même du génie atomique et qui a fait une brillante carrière, je crois on peut le dire, et j'espère votre modestie n'en souffrira pas. Vous avez fait une brillante carrière au sein d'EDF et que vous avez apporté tout au long de votre carrière, et même au-delà de votre carrière, maintenant que vous êtes en retraite, je ne sais pas si on dit en retraite pour les salariés d'EDF, on dit qu'on est en inactivité, voilà, et on ne dit pas de salariés. Oui, non, je sais, j'ai toute ma belle famille, jusque mon arrière-beau-père qui ont fondé EDF, et je fais très attention au vocabulaire, on est en inactivité, absolument. Voilà, et donc je sais que vous apportez une contribution majeure au nucléaire. Votre expérience, donc, aura recouvert, je crois, toute la durée, tout le cycle du nucléaire français, puisque vous avez une carrière que je qualifierais de conventionnelle au sens des armements nucléaires où j'ai beaucoup sévi auparavant. Donc, puisqu'avant d'aller vers le nucléaire, vous avez travaillé dans des centrales à énergie conventionnelle, mais vous avez finalement accompagné, porté sur les fonds baptismaux Fessenheim, puisque vous y avez réalisé les essais. Et comme c'était la première, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Je ne veux pas dire que maintenant, les gens qui mettent en marche, qui font les essais de l'EPR n'ont pas de mérite. Si, bien sûr, mais je veux dire que quand vous les essais de Fessenheim, vous deviez avoir le frisson de la mort qui a un peu disparu depuis, je l'espère. Vous avez été aussi le créateur du centre de formation EDF du budget. Je crois que de l'ordre de 15 000 salariés y sont passés, et je pense qu'encore une fois,
être ici à l'INSTN est quelque part bien naturel. Et enfin, vous avez dirigé un centre de production nucléaire, je crois que ça s'appelle comme ça à EDF aussi, un CPN. Et donc là encore, vous avez une expérience exceptionnelle. J'espère que vous êtes là, évidemment, pour transmettre cette expérience aujourd'hui aux élèves du génie atomique et en passant à tous ceux qui sont d'anciens élèves ou qui sont intéressés pour le nucléaire. En tous les cas, un grand merci d'avoir accepté de donner cette leçon inaugurale, et je cède immédiatement la parole au haut-commissaire à l'énergie atomique qui, évidemment, va mettre de la science dans les propos administratifs que j'ai tenus. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, je vais être bref, ce qui généralement est un très mauvais début pour un discours. Non, très bien, je vais être vraiment bref. Alors, chers tous, voilà, déjà j'ai abrégé les... Bon, on vous a parlé de la rénovation de l'INSTN. La rénovation de l'INSTN signifie d'abord, comme toujours, de se poser la question de sa mission. Elle est redéfinie, elle a été reclarifiée, et Philippe Correa a travaillé en main de maître pour remettre toutes les choses au carré du côté de l'INSTN, sachant que le génie atomique est bien évidemment un des fleurons de cette formation, le fer de lance de l'école de formation de la filière électronucléaire française. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls à contribuer à cette formation, ça veut dire qu'elle a quand même un rôle singulier dans le panorama de formation pour le nucléaire en France. Une deuxième chose qui était importante, c'était la gouvernance dont on vous a parlé, avec un conseil d'orientation qui est sous la présidence de l'administrateur général, un conseil d'enseignement qui est sous la présidence du haut-commissaire, reflète la dualité et non la diarchie qui existe au CEA, c'est-à-dire qu'on a à la fois une instance qui est opérationnelle et qui dit ce qu'on doit faire, et une instance qui est une instance de réflexion, non pas que la première ne réfléchisse pas, une instance de réflexion dans la durée qui essaye de présider aux évolutions de l'INSTN et aux évolutions de ses contenus scientifiques, techniques et pédagogiques. Daniel vous a parlé de l'évaluation. L'INSTN, pour la première fois, va être évalué par l'HCERS, qui est aussi une exigence de qualité. Et la dernière chose, j'aurais peut-être dû commencer par ça. J'ai écrit il n'y a pas très longtemps un article dans la RGN qui a fait... Bon, bref, il y a des gens qui étaient modérément contents, il y a des tas de gens qui étaient très contents, et je suis très heureux d'avoir fait plaisir à ceux à qui ça fait plaisir. Disant... Je ne l'ai pas dit. Mais de dire que le nucléaire est une composante essentielle du paysage énergétique français, le restera pendant un moment, et qu'on aura besoin d'ingénieurs dans le domaine du nucléaire, et qu'il faut les prendre au meilleur niveau avec le plus d'enthousiasme possible, et que je pense que ça, c'est exactement essentiel. C'est une question d'équilibre de nos ressources énergétiques, c'est une question de sûreté, Jean Flucher va vous en parler, c'est une question de rationalité. Je n'ai pas une virgule à retirer à l'éditorial que j'ai écrit dans la RGN en disant très clairement qu'il était important de distinguer le courant de l'écume. Alors, maintenant, quelques points sur la leçon inaugurale. C'est une tradition du génie atomique. Vous savez, j'aime bien les traditions, moi, parce que je pense qu'on s'ancre dans son histoire pour pouvoir regarder où on va. Et la tradition d'avoir une leçon inaugurale du génie atomique par un grand acteur du nucléaire me semble une manière tout à fait intéressante de voir à la fois l'innovation qu'on doit avoir et le retour d'expérience sur laquelle on construit. Alors, comme toutes les sciences de l'ingénieur, c'est une combinaison entre le savoir et le faire. Et Jean Flucher a dirigé des centrales, a dirigé des formations, il a construit des centrales. Je dirais une chose que n'a pas dit Daniel, c'est qu'en plus de toutes ses capacités en tant que spécialiste et grand acteur du nucléaire, Jean Flucher a aussi un engagement citoyen. Il y a une société qui s'appelle Sauvons le climat, et je dois dire que tous les gens qui suivent ce qui se fait dans cette association peuvent apprécier la qualité des contributions qu'il y porte et la rigueur avec laquelle les argumentations sont construites. Alors, je vais terminer cette brève introduction en vous citant Rivarol. J'ai relu Rivarol il n'y a pas très longtemps. Il y a une phrase absolument magnifique dans Rivarol que je vous suggère de méditer, qui est « C'est un grand avantage de n'avoir jamais rien fait, mais il ne faut pas en abuser ». Et je trouve qu'il y a un peu trop de monde qui ont tendance à en abuser. Et je trouve qu'il est extrêmement sain
pour des jeunes ingénieurs qui vont rentrer dans une formation puis dans la vie active, d'avoir quelqu'un qui a fait. Et c'est pour ça que je suis très très heureux que Jean Flucher ait accepté de faire cette leçon inaugurale, et je ne vais pas monopoliser plus longtemps la parole. Je vais la passer à Philippe Correa qui va eh bien, servir de transition et d'explication de l'après-midi avant que nous écoutions Jean Flucher. Merci beaucoup. Monsieur l'administrateur général, monsieur le haut-commissaire à l'énergie atomique, cher Jean Flucher, mesdames et messieurs les représentants des entreprises et de la Marine nationale, mesdames et messieurs les professeurs du cours du génie atomique, chers élèves ingénieurs du génie atomique, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir à l'INSTN cet après-midi pour notre traditionnelle leçon inaugurale pour la formation d'ingénieurs spécialisés en génie atomique. Comme vous le savez, cette formation, depuis plus de 60 ans, permet, en complément d'une solide formation générale, de former des ingénieurs opérationnels et prêts à servir l'industrie nucléaire française dans ses objectifs en France et à l'international. J'ai dénombré, mais je pense peut-être en avoir oublié certains, 5 acteurs principaux qui concourent à la réussite du diplôme du génie atomique. Je ne les ai pas placés par ordre préférentiel ou d'importance. Je crois que c'est les 5 éléments qui, ensemble, permettent justement de concourir à la réussite du diplôme du génie atomique. Le premier acteur est, on va dire, son porteur, son vecteur, l'INSTN. Et je rappellerai très brièvement que l'INSTN, depuis 1956, est un établissement public d'enseignement supérieur qui est adossé au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, mais plus largement à toute l'expertise de la filière nucléaire, que cette expertise vienne des grandes institutions du nucléaire, mais également de toutes les entreprises appartenant à la filière. Et j'associe évidemment bien volontiers à l'INSTN son relais dans le secteur de la défense nationale. J'ai cité donc le MEA, l'école des applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg. Alors, le second acteur qui est lié à ce qu'a dit tout à l'heure l'administrateur général, c'est sa gouvernance. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps, mais le fait d'avoir aujourd'hui un conseil d'orientation qui est, et c'est exact, un petit conseil d'administration de l'INSTN associé au conseil d'enseignement présidé par le haut-commissaire, cette gouvernance est également importante pour assurer le devenir non seulement de l'INSTN, mais également de ce diplôme en propre, dont évidemment le génie atomique, mais également des diplômes correspondant aux applications médicales du nucléaire. Le troisième acteur est le corps enseignant de l'Institut, un corps enseignant qui est composé d'experts venant évidemment du CEA, mais également, comme je le soulignais tout à l'heure, de tous les grands acteurs de la filière nucléaire, entreprises et institutions, qui permettent de mettre leur expertise, leur expérience au service de ce cursus. Alors, ce corps enseignant se renouvelle chaque année, s'adapte aux évolutions des sciences et techniques nucléaires et participe à l'excellence de ce diplôme, qui est habilité par la commission des titres d'ingénieur, la CTI, et qui a également obtenu le label de l'I2EN et le label européen EUR-ACE, qui est délivré par la commission des titres d'ingénieur, mais également par une commission réseau d'accréditation des sciences et de l'éducation dans le domaine de l'ingénierie. Alors, ce sont des certifications qui sont importantes, car elles signifient que notre diplôme satisfait un référentiel de qualité internationale et qui est établi pour le domaine spécifique des formations d'ingénieurs. Quatrième acteur, représenté par les étudiants eux-mêmes. Alors, qui sont-ils ? Bien, comme je le disais tout à l'heure, ils sont tous issus de grandes écoles d'ingénieurs françaises ou internationales, dans lesquelles ils acquièrent un solide socle d'ingénieurs et qui complètent en fin de compte leur formation par une année de spécialisation à l'INSTN en génie nucléaire. Le dernier pilier, le dernier élément fort est constitué des entreprises. La formation au génie atomique bénéficie du soutien des industriels et notamment, évidemment, du soutien d'EDF dans différents aspects de la vie de ce diplôme. Mais l'EDF n'est pas le seul, bien entendu, avec la Marine nationale, à montrer de l'intérêt pour ce diplôme. Un nombre important d'entreprises, parmi lesquelles Areva, Naval Group, Technic Atom et des entreprises comme Westinghouse, pour ne citer qu'elles, sont prêtes
à recruter nos ingénieurs diplômés. Et nous suivons en particulier un indicateur de performance, comme cela a été souligné tout à l'heure, le taux d'insertion professionnelle de nos étudiants est au moment de la fin du parcours, c'est-à-dire au moment des jurys de projet, de 60%, pour atteindre le taux de 100% au bout de 6 mois. Alors je crois que l'intérêt pour ce diplôme peut croître, va croître, et un des premiers témoignages de cet intérêt est d'une part le succès des rencontres de début d'année que nous organisons entre les étudiants et les entreprises. Nous organisons un forum et nous avons constaté que par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 ans, la participation des entreprises a crû de 40% et le nombre d'étudiants présents a quasiment doublé. Par ailleurs, ce diplôme revêt un intérêt qui va, je pense, croître à l'international via des conventions de double diplôme que nous avons signées par le passé avec, par exemple, la Tunisie, en 2016 avec l'Université Polytechnique de Madrid, et nous sommes en contact avec un partenaire académique britannique et un indien pour pouvoir développer nos relations pour ce cursus, mais également donc dans les cursus académiques proposés par d'autres partenaires dans le cadre de la politique générale de la filière nucléaire à l'export. Alors ces 5 éléments et l'unité, je dirais, l'utilité opérationnelle de ce diplôme nous permettent d'accueillir cette année 44 étudiants, dont une grande partie est aujourd'hui présente parmi nous, dont 15 pour la Marine nationale. Et parmi ces 44 étudiants, nous accueillons 7 étudiants internationaux ayant 4 nationalités différentes, l'Espagne, la Chine, la Belgique et l'Algérie. Alors cette leçon inaugurale est également l'occasion, de fait, de passer un message d'espoir, de conviction et de détermination. La filière nucléaire sort, il est vrai, de moments difficiles, mais sa restructuration s'achève. Par ailleurs, l'on sait aujourd'hui, malgré les surcoûts et les retards, qu'EDF mettra en œuvre l'EPR de Flamanville probablement autour de la fin de l'année prochaine, mais que le fonctionnement des réacteurs embarqués sur nos sous-marins et sur notre porte-avions donne toute satisfaction et que les actions de veille, peut-être difficiles, menées par l'autorité de sûreté nucléaire, continuent, de fait, à garantir au public un fonctionnement de notre parc électronucléaire dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité. Mais nous avons encore à faire face à de nombreux challenges, et parmi ces challenges, il y en a un qui me paraît extrêmement important. C'est peut-être même le challenge, c'est celui de continuer à intéresser les jeunes aux métiers scientifiques et techniques en général, et tout particulièrement ceux de l'ingénierie, mais encore plus particulièrement aux métiers du nucléaire. Et ce défi, il faut le savoir, il faut pouvoir le relever tous ensemble, que l'on soit dirigeant, que l'on soit ingénieur, que l'on soit technicien, que l'on soit enseignant, mais également étudiant. Et quelque part, si l'on regarde les choses froidement, notre contexte est plutôt positif. Et il est positif si on le considère objectivement, en regardant la réalité et les faits en face. La politique énergétique du gouvernement, comme le soulignait tout à l'heure le haut-commissaire, est une orientation stratégique qui permettra de mettre en œuvre une transition énergétique dans laquelle le nucléaire a et aura toujours une place importante et essentielle. Et malgré le battage négatif sur le nucléaire qui correspond à certains éléments que je vais qualifier de conjoncturels, mais pas souvent étayés sur les plans ni techniques, ni scientifiques, ni économiques, il est clair que l'énergie nucléaire reste aujourd'hui et restera en France, et de manière peut-être exemplaire à terme pour nos voisins et partenaires un peu plus éloignés géographiquement, un élément incontournable de la lutte contre le réchauffement climatique. Ceci dit, il n'en reste pas moins vrai que nos défis sont nombreux, mais ils représentent également autant de batailles passionnantes à livrer tous ensemble. Et par exemple, il faut rajeunir la filière, il faut continuer à faire de cette filière une filière ouverte, une filière d'excellence, et continuer également à en faire un outil de conquête sur le plan national et à l'international. Et il faut aussi donc démontrer qu'elle a de l'avenir pour le bien de chacun et pour notre pays, tout en expliquant les grandes opportunités professionnelles que cette filière offre, en développant par contre des formations qui tiennent compte des innovations numériques alliées aux innovations pédagogiques pour l'enseignement et la formation. Donc je pense qu'il faudrait vraiment que les étudiants en génie atomique soient donc fiers du cursus qu'ils ont entamé
et que vous destiniez à la Marine nationale, aux entreprises du secteur de la défense pour ainsi participer aux objectifs de souveraineté et de sécurité nationaux, ou que vous destiniez au secteur civil au sens large, vous allez contribuer par votre formation à la mise en œuvre de la politique de transition énergétique qui reconnaîtra, je pense, inévitablement, tôt ou tard, que le nucléaire est un élément essentiel de la transition énergétique du fossile vers les énergies décarbonées. C'est donc un engagement fort de chacun d'entre nous et à notre place de l'INSTN qui nous réunit aujourd'hui. C'est un engagement qui ne peut se faire que collectivement et pour lequel, donc, il faut démontrer que nous allons continuer à avancer pour le bien commun. Vous pouvez donc compter sur l'Institut et son équipe pour continuer à le faire vivre et très particulièrement pour le génie atomique, à continuer à le maintenir et à le développer en l'adaptant aux besoins, à l'ambition et aux demandes de la filière nucléaire. Alors j'ai parlé de transition énergétique, mais on peut aussi parler de transition générationnelle. Et c'est pour ça que nous sommes particulièrement heureux d'accueillir M. Jean Flucher sur le thème très opérationnel, comme vous avez pu le voir, de la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance des centrales nucléaires, dans un contexte qui est certes exigeant, mais qui est, je le pense, toujours passionnant. M. Flucher va se présenter, mais il a une culture d'ingénieur. Il a fait le génie atomique, donc voilà, donc il y a une belle transition qui se démontre. Et il a pu acquérir effectivement une riche expérience, en particulier sur la centrale du budget, et également en tant que directeur régional, je crois, d'EDF pour la région Rhône-Alpes pendant quelques années. Et ses compétences, qui sont nombreuses, lui permettent aujourd'hui de prodiguer des conseils à de nombreux interlocuteurs nationaux et internationaux. Et donc, pour ne pas mettre en péril l'agenda de la journée, je lui laisse sans attendre la parole. Je vous remercie pour votre attention. On se connaît. Oui, on se connaît. On est ensemble à SLC. J'arrive. J'ai enlevé la veste parce que j'avais un peu chaud. Ça marche? Très bien. Bon. Avec ce clavier Bluetooth, oui, toujours. J'arrive pas. Systématiquement. Faut que tu lances la présentation de M. Flucher qui est sur le... Ça y est. Ça vient. Et machin. Ça marchait tout à l'heure quand on l'a testé, c'est toujours pas. Oui, mais il faut. Voilà. Ah non, bon, c'est pas grave. Je vais vous la remettre, c'est pas grave. On va faire autrement. Les plages, c'est jamais gravé. Bon. Et voilà. Ça y est, nous y sommes. Avant de commencer, je voudrais tous vous dire bonjour à toutes et à tous, puisque depuis l'élection de M. Macron, c'est comme ça qu'il faut dire. Et moi, je suis très content de venir ici parce que je vois enfin des ingénieurs qui veulent faire un travail d'ingénieur. J'ai trop vu ces dernières années des ingénieurs à l'école d'ingénieurs qui voulaient faire les traders dans les banques. J'étais un peu désespéré de voir un jour des ingénieurs qui faisaient des études d'ingénieurs pour faire des ingénieurs. Donc, je vous remercie de suivre ce cursus. Je sais qu'il y a eu de très nombreux prédécesseurs à la leçon inaugurale. Il y a eu Hubert Védrine, Luc Ferry, M. Lévy. Il y a eu Jean-Marc Jancovici l'an dernier, puisque j'ai regardé sa leçon inaugurale, que je connais bien puisqu'on travaille ensemble. Et puis moi aujourd'hui, mais vous allez vous dire que par rapport aux gens qui sont passés avant, l'INSTN a épuisé toutes ses ressources pour aller chercher un vétéran dans sa naphtaline, puisque j'ai fait le génie atomique il y a 45 ans, je suis sorti il y a 45 ans. Bon, je vous donne une petite anecdote, histoire de détendre l'atmosphère. Mon épouse fait partie d'une association qui accompagne des enfants voir leurs parents qui sont incarcérés. Et en 2010, elle a mené 2 frères, un de 12 ans, un de 8 ans, qui allaient voir leur père qui était incarcéré dans une prison de Lyon.
Et celui qui avait 12 ans était le chef. Il s'était installé à côté d'elle parce qu'il avait 12 ans, il avait le droit d'être devant. Et puis son petit frère était derrière à 8 ans. Et puis il avait un jeu de cartes où il y avait des questions dessus. Et il posait des questions à son frère. Alors à un moment donné, la question c'est « Qui est le président de la République ?» Et son frère, 8 ans, lui dit « C'est Sarkozy. » Très bien. Il s'arrête pour faire voir qu'il était plus fort que son frère. Il lui dit « Qui c'était qui était avant président de la République ?» Le petit frère, il ne sait pas. Alors il lui dit « Ben moi je sais, c'était Chirac. » Bon, d'accord. Puis il s'arrête là. Il regarde ma femme et il dit « Qui c'était avant Chirac ?» Alors ma femme lui dit ben, « C'était M. Mitterrand. » Ah. Et avant Mitterrand ben, c'était M. Giscard d'Estaing. Ah. Vous avez connu le général de Gaulle? Elle dit oui. Alors là, il se retourne vers son frère et dit c'est quand même extraordinaire de rencontrer quelqu'un qui a connu le général de Gaulle et qui est encore vivant. Alors inutile de vous dire que le soir, ma femme est arrivée en riant en disant voilà, eh ben moi figurez-vous que j'ai connu le général de Gaulle et je suis encore vivant, vous voyez. Donc voilà. Alors je vais vous parler surtout de la sûreté en exploitation, aussi bien organisationnelle que les facteurs humains et également les facteurs sociaux, parce que c'est très important à tout point de vue. Je vous parlerai très peu au début de la sûreté dans ses grands principes, parce que vous allez avoir l'occasion de le voir au cours de votre session de l'INSTN, et je vais simplement vous rappeler quelques évidences, mais quelques évidences qui sont importantes. Alors, d'abord, nous construisons et nous exploitons des machines extrêmement puissantes. Alors, ces machines-là, quand elles tournent à 1000 MW électriques, eh bien, ça ronronne, on a l'impression qu'il n'y a rien, quoi, hein, que ça se passe bien. Mais c'est comme si vous regardez une course de Formule 1, quand elle tourne à 300 km à l'heure sur le circuit, ben vous avez l'impression que tout se passe bien, que bon... Et c'est quand une de ces voitures a un accident que vous vous rendez compte de l'énergie qu'elle transporte. C'est là, à ce moment-là, que vous le voyez. Donc nous avons des machines puissantes, puisqu'une tranche de 1000 MW électriques, c'est 3000 MW thermiques, et tout ça dans un volume de 50 mètres cubes, c'est-à-dire un cylindre de 4 mètres de diamètre sur 4 mètres de haut. Donc c'est très, très, très petit. Et vous voyez la puissance qui est embarquée. Une année de fonctionnement, si vous appliquez la loi extraordinaire développée par M. Einstein entre la puissance et la masse, l'énergie et la masse, eh bien, vous trouvez que pour faire 7 TWh électriques, c'est-à-dire 21 MWh thermiques dans l'année, vous allez transformer 850 grammes de matière fissile. C'est tout. Or, moi qui ai fait ce genre de choses dans le thermique classique, pour faire la même chose, c'est 3 mégatonnes de charbon. Donc vous voyez à ce moment-là ce que vous êtes en train de faire avec votre réacteur. Bon, la grande différence avec une centrale thermique, c'est qu'une fois que vous avez arrêté votre réacteur, eh bien, il y a une puissance résiduelle qui est liée à la désintégration des produits de fission, et cette puissance résiduelle, il faut l'évacuer. Alors sachez que si vous êtes à pleine puissance avant de vous arrêter, elle est de 7% de la puissance stable avant de s'arrêter, c'est-à-dire 210 MW thermiques. 210 MW thermiques dans un volume de 50 mètres cubes, vous imaginez ce qui peut se passer si jamais ce n'est pas refroidi. Donc vous êtes tenu de le refroidir en permanence parce qu'il faut un certain temps pour descendre sur l'asymptote et arriver à 1 MW thermique. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très important. Donc, il faut évacuer la puissance résiduelle. C'est la grande différence avec toutes les autres machines de production d'électricité. Alors, la sûreté nucléaire en exploitation, moi je disais toujours à Bugey et à Fessenheim, c'est ce qu'on voit au fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité. Ben nous, sur notre front, il doit être écrit sûreté nucléaire. C'est-à-dire que la première priorité d'un exploitant, c'est-à-dire de quelqu'un qui travaille dans une centrale nucléaire, c'est la sûreté nucléaire. Et je serais curieux aujourd'hui de voir un micro-trottoir dans une centrale nucléaire. Vous verriez que tous les gens
vous direz la priorité, c'est la sûreté nucléaire, rien d'autre. Alors, une fois la sûreté nucléaire assurée, bien sûr, la priorité, c'est de fabriquer des mégawattheures et de les fabriquer le moins cher possible. Bon, mais la première priorité, c'est la sûreté nucléaire. C'est notre impératif supérieur. Tout est mis en œuvre. Alors, tout est mis en œuvre, vous allez le voir, à la conception, à la construction, pendant l'exploitation, et même, je dirais, après l'exploitation, pendant la déconstruction, pour éviter un accident. Mais le zéro accident, ça n'existe pas. Donc, si un accident venait à survenir, eh bien, à ce moment-là, il faut en minimiser les répercussions à l'extérieur. Et si jamais on a des répercussions à l'extérieur, il faut minimiser les rejets qu'on aurait à l'extérieur. Donc, vous verrez tout ce qu'on a fait pour éviter ça. Ça, c'est le principe de la défense en profondeur. Et pour ça, on a 3 barrières dans nos réacteurs. Alors, là, je vous parle des réacteurs à eau pressurisée. Les produits de fission se trouvent dans la gaine du combustible, là où la réaction nucléaire a lieu. Cette gaine, il faut la protéger, essentiellement par des dispositions administratives, mais il faut aussi la protéger au cas où la deuxième barrière, qui est constituée par le circuit primaire principal, venait à connaître une fuite, donc il faut la protéger en la réalimentant en eau. Et il faut protéger l'extérieur par la troisième barrière, l'enceinte de confinement que vous voyez là, qui est en béton, et pour éviter qu'il y ait des produits radioactifs qui partent à l'extérieur en cas d'accident grave. Vous verrez aussi comment on a fait après l'accident de Three Mile Island. Alors, la sûreté, c'est prévenir les accidents, en limiter les conséquences s'ils surviennent, à la conception, à la construction, pendant l'exploitation et pendant la déconstruction, parce que vous avez encore des matières irradiantes. L'exploitant, alors ça c'est très important à savoir, le directeur d'un CNPE, d'un centre nucléaire de production d'électricité, c'est le seul responsable de la sûreté de son installation juridiquement. C'est-à-dire que s'il arrive un accident sur son installation, c'est lui qui est traduit devant la justice, personne d'autre. Hein. Et l'ASN, qui est totalement indépendante depuis la loi de 2006, depuis la loi Transparence et Sûreté nucléaire, elle est là pour assurer le contrôle, c'est-à-dire est-ce qu'on respecte partout les règles de sécurité, de sûreté, et pour communiquer avec le public, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'indépendant de l'exploitation, de la maintenance, etc., et qui dit ça c'est fait correctement, ça par contre ça doit être corrigé. Alors, la sûreté nucléaire à la conception, vous allez voir que c'est un ensemble, mais ça vous le verrez au cours de votre formation, c'est un ensemble de guides et de règles fondamentales de sûreté qui ont été partagées avec l'ASN depuis le début de la filière à eau pressurisée. Au début de la filière à eau pressurisée, c'était simple, nous avions des réacteurs qui se construisaient sous licence Westinghouse, donc on copiait des réacteurs comme Fessenheim copiait Beaver Valley aux États-Unis ou Bugey qui copiait Norsana. Ensuite, tout le rapport de sûreté a été repris par les autorités de sûreté françaises et EDF, et nous avons fait ensemble des guides de construction et des règles fondamentales de sûreté pour tous les grands événements qui peuvent survenir en cours d'exploitation. On a des codes de calcul qui sont évolutifs, qui sont éprouvés. On a une définition méticuleuse des spécifications techniques des matériels, la définition des performances attendues par les matériels et les systèmes. Donc ça, c'est par exemple tous les essais que vous faites au démarrage d'une centrale, c'est pour vérifier ça. Est-ce qu'on est conforme aux performances attendues? La définition des règles générales d'exploitation. Les règles générales d'exploitation, c'est à la fois l'organisation de l'exploitation elle-même, de la maintenance, mais également toutes les procédures de conduite, toutes les procédures de conduite normale, incidentelle, accidentelle, et même hors dimensionnement. Et puis, il y a un dialogue permanent qui se fait pendant la conception avec l'ASN. Donc ça, c'est le rôle de l'architecte industriel. Quand nous avons construit le parc nucléaire français,
Alors, vous savez qu'il comprend 58 unités, mais j'en rajoute 4 parce qu'il y a eu les 2 unités sud-africaines de Koeberg et puis il y a eu les 2 unités chinoises de Daya Bay. Donc, c'était 62 unités. Le directeur de l'ingénierie d'EDF a dû organiser son ingénierie pour faire face à ce genre de travail, c'est-à-dire construire un parc standardisé, sûr, dans les meilleurs délais, pour assurer la transition entre les centrales au charbon, les centrales au pétrole et les centrales nucléaires. Donc là, il y avait vraiment une transition énergétique à faire très vite parce que sinon, on se ruinait. L'architecte industriel qui a été mis au point, c'était un organisme qui existait déjà, mais à qui on a confié le rôle d'architecte industriel, c'était le SEPTEN. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être le SEPTEN, d'autres le connaîtront. C'est en gros le chapeau de l'ingénierie française, EDF. C'est lui qui a le dialogue permanent avec l'autorité de sûreté. C'est lui qui définit avec précision les qualités, les normes et les qualités des matériels. Et on avait également un service de contrôle de fabrication en usine. C'était très important. C'était très important parce que c'était un tas de gens qui étaient parmi les plus anciens, les plus expérimentés, qui étaient détachés dans toutes les usines parce que le directeur de l'ingénierie avait dit si on veut gagner notre pari de construction, il faut que tous les matériels qui arrivent dans les sites en cours de construction soient parfaits. C'est-à-dire qu'on n'ait aucun matériel qui soit refoulé parce qu'il ne serait pas conforme aux spécifications techniques. Donc là, on a eu des contrôleurs, il y avait à peu près 300 contrôleurs, qui ont fait un travail remarquable parce que je n'ai pas souvenir d'un matériel fabriqué en France et qui ait dû être rebuté lors de l'arrivée sur le site. Ensuite, il a aussi réorganisé ce qu'on appelait à l'époque les régions d'équipement. Il les a transformées en centres d'ingénierie. Chaque centre d'ingénierie était chargé d'une partie de la centrale, la chaudière, la partie conventionnelle, le béton, la partie réfrigération, etc. Donc chacun avait sa part. Et ensuite, dans ces centres d'ingénierie, il y avait les services études qui étaient chargés de faire les études fines pour passer de l'étape SEPTEN à l'étape construction, donc les plans de réalisation. Et puis, les services travaux de chaque centre d'ingénierie avaient plusieurs sites à construire en même temps. Donc vous voyez, c'était vraiment une organisation quasi militaire, je dirais, de l'opération, mais c'est une organisation qui a marché de façon exceptionnelle. Je vais vous dire, pour les matériels qui arrivaient en usine, il n'y a qu'un matériel qui est arrivé en usine et qui n'a pas été fabriqué en France, donc on n'a pas pu mettre des contrôleurs. C'était le combustible. Le combustible, pour Fessenheim, j'en ai été chargé. Il était enrichi en Russie, parce qu'on n'avait pas encore d'usine d'enrichissement civil. Il était enrichi aux États-Unis, on avait 2 sources d'enrichissement. Il était transformé en oxyde d'uranium en Angleterre. Cet oxyde d'uranium en poudre arrivait en Belgique. En Belgique, on faisait les pastilles fritées d'oxyde d'uranium et les assemblages combustibles. Et j'avais un plein placard de notes blanches, ce qu'on appelait les casseurs blancs, qui parlaient de la fabrication des assemblages combustibles de A jusqu'à Z. Donc je savais que tel assemblage qui portait tel numéro était enrichi à telle valeur. Et comme je devais réceptionner les assemblages combustibles sur le site de Fessenheim, les 6 premiers assemblages combustibles, je savais qu'ils portaient tel numéro, donc ils devaient être enrichis de telle façon, mais j'avais dit, on vérifiera que le bordereau d'expédition donne vraiment les mêmes valeurs d'enrichissement et que les bordereaux de livraison donnent aussi les mêmes valeurs d'enrichissement. Et quand les 6 premiers assemblages sont arrivés, eh bien, j'avais les bons numéros, j'avais les mauvais enrichissements, les bordereaux de livraison étaient encore pas avec le même enrichissement et les bordereaux d'expédition pas avec les mêmes enrichissements. Donc, on a arrêté l'expédition du combustible, on s'est retourné vers la franco-belge de fabrication du combustible, puisque c'était l'usine qui fabriquait.
Et plus personne n'était capable de savoir quels étaient les enrichissements réels des 6 assemblages en question. Donc on les a renvoyés à une usine et ça a pris 1 an de retard. Mais comme on a vu un attentat à Fessenheim, eh bien, les 1 an de retard se sont compensés avec les travaux post-attentat. Donc vous voyez que le contrôle usine, quand il peut être fait en France, c'est une très bonne chose, parce que là, j'avais tout ce qu'il fallait sur l'organisation de la qualité de fabrication du combustible, ce qui est quand même essentiel. C'est ce que vous allez mettre dans le cœur. Donc si on vous dit c'est du 3,5%, du 4 ou du 4,5%, ça change complètement l'endroit où vous allez le mettre. Donc on l'a renvoyé, et puis plus personne ne le savait. Donc ils ont été obligés, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont mis 1 an à se remettre d'équerre. Je peux vous dire aussi que le premier déchargement de budget, avec le gamma scanning qu'on fait le long des assemblages, on a trouvé qu'il y avait des pastilles de différents enrichissements dans la même aiguille combustible. Bon. Ce qui était quand même, à l'époque, bon, on n'avait pas trop pesté, mais aujourd'hui, l'autorité de sûreté dirait 2 mots, quoi. Alors, pour la sûreté nucléaire en exploitation, il faut que vous vous mettiez dans la tête qu'on a des ennemis. L'ennemi numéro 1, c'est la routine. On refait la même chose, toujours de la même façon, on s'engourdit, on s'endort, c'est le train-train quotidien, c'est... Bon, ça, c'est une menace permanente. Permanente. Et le management doit en être conscient. La deuxième, c'est que, quelle que soit l'organisation que vous mettiez en place, il y a des failles. Il y a des failles organisationnelles. À des moments, vous avez des trous dans l'organisation et ça ne pardonne pas. Vous avez aussi des problèmes de compétences. Il y a des gens qui sont bien compétents, il y a des gens qui sont insuffisamment compétents, donc il faut tenir compte de ça. Et puis, vous avez des faiblesses dans la prise en compte du retour d'expérience de votre propre usine, des centrales françaises, mais aussi des centrales internationales. Donc ça, ce sont les ennemis. Mais alors maintenant, vous avez des remèdes. Pardon. Comment on revient en arrière? Voilà. Bon, les remèdes, alors ça c'est typiquement français, au moins français, je ne sais pas si c'est fait dans d'autres pays, il y a d'autres pays où ce n'est pas fait du tout. Hein. C'est la simulation permanente par le management pour une progression continue de la sûreté en utilisant non seulement toutes les anomalies que vous rencontrez sur votre site et en exploitant aussi les signaux faibles, ça c'est quelque chose qui est souvent oublié, et en exploitant le retour d'expérience du site. Et puis le retour d'expérience national, mondial. Vous devez exploiter tout ça. Vous devez élever en permanence les compétences individuelles, mais aussi collectives, parce que vous avez des équipes devant vous. Et ça, c'est la formation sur le tas, c'est le travail du management. Et puis, vous devez réajuster les organisations. Et ça peut se faire en permanence, mais il y a des moments où vous verrez tout à l'heure qu'il faut faire une opération réajustement de l'organisation générale. Et puis, il y a la traçabilité des opérations. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Il faut que les opérations soient tracées depuis la construction, l'exploitation, la maintenance, jusqu'à la déconstruction. Il faut que vous ayez une historique complète de tout votre site. Donc tout ça, vous voyez que c'est des facteurs d'organisation, c'est des facteurs humains. Vous verrez les facteurs sociaux tout à l'heure avec les organisations syndicales notamment. Alors, la rigueur et les compétences. La rigueur, ça, le nucléaire, c'est une école de rigueur. On ne peut pas faire du nucléaire si on n'est pas rigoureux. Donc c'est respecter les règles de sécurité, respecter les règles de sûreté, mais respecter également la propreté, respecter la tenue des protections de sûreté, de sécurité individuelle. C'est toujours progresser dans le domaine de la rigueur. J'ai connu au budget des chefs d'équipe de maintenance qui non seulement préparaient leur chantier à l'aide des procédures qu'ils allaient avoir à exploiter, mais préparaient leur chantier de A jusqu'à Z. Ils savaient exactement les quantités de vinyle qu'ils devaient emmener, les quantités de papier buvard, s'ils devaient emmener des extracteurs de gaz, l'outillage qu'il leur fallait, etc. Et on s'apercevait que ces chefs d'équipe, ils allaient toujours plus vite et mieux que ceux qui étaient moins rigoureux.
Donc on s'appuyait sur cette école de rigueur pour faire progresser tout le monde en rigueur. Mais il y a 2 points qui sont toujours délicats. Les limites de fourniture, c'est-à-dire en gros ce que doit faire un service, à quel moment il s'arrête et à quel moment l'autre service commence. Alors, c'est vrai aussi lors de la construction. Quand vous commandez à la construction des choses à un constructeur, il s'arrête à un endroit et un autre constructeur vient poursuivre. Et là, les limites de fourniture, je vous assure que c'est vraiment une bête à chagrin. Alors, j'ai repris dans un bouquin d'Étienne Klein, pour vous illustrer ça, une petite anecdote entre Jean-Paul II et Stephen Hawking. Et Stephen Hawking aurait vu Jean-Paul II dans les années 80, et à la fin de l'entrevue, Jean-Paul II aurait dit à Stephen Hawking, « Alors, monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord. Tout ce qui se passe après le Big Bang, c'est pour vous. Et tout ce qui se passe avant, c'est pour nous. » Voilà comment on définit les limites de fourniture. Bon, et puis la précision. Alors la précision aussi, c'est dans les procédures, par exemple, il vous faut être extrêmement précis, mais vous n'êtes pas précis du premier coup, donc il faut tenir compte du retour du chantier pour améliorer la précision. Et vous avez aussi Étienne Klein qui cite cette anecdote entre Dirac et Pauli. Vous savez que Dirac était un champion du monde du mutisme. Et un jour, il était en train avec Pauli. Au bout d'un quart d'heure, il n'avait pas dit un mot, bien entendu. Pauli, qui voulait rompre un peu la glace, au moment où il traversait une prairie, il y avait des moutons fraîchement tondus. Et Pauli dit à Dirac, « Paul, tu as vu qu'il y a des moutons qui sont tondus de frais ?» Et Pauli regarde et dit, « Oui, mais au moins de ce côté. » Donc oui, être précis, c'est faire le tour de tout le sujet. Bon, les compétences, je vous ai fait un petit schéma là. Les compétences, c'est ce qui se trouve au croisement des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Donc vous avez le petit milieu où on voit que quelqu'un est compétent, mais votre devoir en tant que management, c'est de faire en sorte que les savoirs s'accroissent, que les savoir-faire s'accroissent et que les savoir-être s'accroissent, de telle façon que cette partie rouge ne fasse que croître vis-à-vis des gens. Et vous imaginez pas à quel point les gens peuvent acquérir des savoir-faire, des savoirs et des savoir-être. Les gens s'élèvent dans le niveau de compétence tout le temps, mais il faut que vous soyez là pour les aider. Vous n'êtes pas là pour les sanctionner, vous êtes là pour les aider. Et puis pour vous qui êtes ingénieur, alors je vous signale une mention particulière, il faut savoir écrire quand on est ingénieur. Parce que quand on parle de traçabilité, ça veut dire qu'on fait des comptes rendus, que ces comptes rendus doivent être lisibles et que ces comptes rendus doivent faire l'objet devant d'une note de synthèse, parce que votre patron va les lire. Et quand la note de synthèse est mal faite, on peut être tranquille que le compte rendu est mal fait. Et puis quand la note de synthèse est intéressante, on se dit il faut lire tout le compte rendu, ou ce compte rendu, bon ça va, on connaît, on sait, mais il faut savoir écrire. Moi j'ai eu des ingénieurs, malheureusement, dans les années 90, qui ne savaient pas écrire. Tout ça parce qu'ils avaient été formés à la méthode globale et qu'il a fallu qu'on les reforme derrière à l'écriture de compte rendu et d'analyse et de synthèse. Bon, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Alors, on vient maintenant à la sûreté en exploitation. Alors, vous verrez, les concepteurs vous disent, il y a des matériels importants pour la sûreté et des matériels qui ne sont pas importants pour la sûreté. Par exemple, le groupe turbo-alternateur, il n'est pas important pour la sûreté. La chaudière est importante pour la sûreté. Tous les circuits de sauvegarde sont importants pour la sûreté. Donc, eux, ils font une distinction. Parce qu'au niveau de la conception, de la construction, etc., ce n'est pas le même prix. Donc, il faut qu'ils fassent des spécifications techniques différentes pour le matériel important pour la sûreté et celui qui n'est pas important pour la sûreté. Nous, au début, on s'était dit, on va faire des procédures, par exemple pour la maintenance, qui vont être différentes pour les matériels importants pour la sûreté et les matériels pas importants. On s'est arrêté tout de suite. On a dit non, on ne va pas s'emmerder avec ça, parce que les gens ne vont plus rien y comprendre. Donc on va considérer que tous les matériels
sont importants pour la sûreté et on fera qu'un même type de procédure de maintenance, de conduite, etc. Donc, on a été comme ça. Derrière, le management. Alors, management, vous pouvez être manager comme ingénieur débutant, mais vous pouvez être manager comme chef de service, comme chef de directeur de sous-unité ou comme directeur de CNPE. Donc, vous devez être exemplaire pour la sûreté vis-à-vis de tout le personnel. Il ne faut pas que vous vous autorisiez des choses et qu'après vous alliez engueuler le personnel parce qu'il fait la même chose que vous. Ça, c'est pas possible. C'est juste impossible. Vous devez mettre la sûreté nucléaire au-dessus de tout le reste. Il faut que ça rentre. C'est la pédagogie par la répétition, vous savez. Il faut que ça rentre. Il faut être compétent dans sa fonction. Bien entendu, que votre compétence ne soit pas remise en cause dans votre fonction. Rappelez sans cesse que nous exploitons une installation dont le cœur a une puissance considérable. Ça s'oublie. Je vous raconte une petite anecdote que j'ai racontée à Mme Colson ce matin. J'ai vu arriver sur mon bureau de directeur de budget un jour un compte-rendu d'incident qui avait eu lieu la veille, un incident qui avait fait qu'on avait eu un déclenchement, enfin un arrêt automatique réacteur sur ce qu'on appelle la limite haute du flux sur les chaînes bas flux. Donc, et quand est-ce qu'on l'avait eu? En remontant le troisième groupe de grappes, alors que normalement on diverge sur le quatrième groupe de grappes. Alors ça m'est arrivé comme ça, de façon anodine, sur le bureau. J'ai sursauté, j'ai téléphoné directement au directeur de la sous-unité en question en disant « Mais attendez, qu'est-ce qui se passe sur ce truc-là ? Vous divergez sur le groupe C alors que vous devez diverger sur le groupe D. Et c'est tout simplement un rapport d'incident comme ça, parce que je découvre, parce que je le lis. Alors, bon. J'ai dit, bon, allez, hop, on se réunit, on va en réunion en salle de commande, parce que c'était la même équipe de quart la veille et le lendemain, et on commence à discuter. Bon, alors, il y avait l'ingénieur de sûreté, il y avait l'équipe de quart. À l'époque, le bilan de réactivité était fait par l'équipe de quart, visé par l'ingénieur de sûreté. Ça avait été fait conformément aux règles, mais j'étais trompé dans le bilan de réactivité. Moi, je leur dis, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous vous trompez dans un bilan de réactivité pour faire diverger une machine. Alors, heureusement qu'on a une protection au flux chaîne source, ce qui permet de s'affranchir de ces choses-là, mais c'est énorme comme erreur. C'est une erreur qu'on ne peut pas pardonner. Alors bon, on s'est mis là à en discuter. J'en ai parlé à la direction du parc, qui m'a dit, puisque ça t'est arrivé, tu fais un petit groupe de travail avec d'autres directeurs de site ou d'autres directeurs adjoints, et puis tu nous dis ce qu'il faut faire. Bon, j'ai fait un petit groupe. Alors, ma grande surprise, c'est que des divergences incontrôlées, tous en avaient connu, et souvent par dilution du bord. C'est-à-dire que c'était vraiment très grave, parce que avoir un problème comme ça avec les grappes, ça va, mais par dilution du bord, surtout qu'à l'époque, on ne faisait des mesures de teneur en bord que tous les quarts d'heure, parce qu'on n'avait pas encore des boromètres en continu. Ils venaient juste d'arriver. Donc la première décision du groupe de travail, il faut installer des boromètres en continu partout, comme ça on n'aura pas ce genre de surprise. Et puis derrière, on a décidé de faire 2 procédures sur le bilan de réactivité, un pour l'ingénieur de sûreté et une pour les équipes de quart. Mais il fallait qu'elles soient complètement redondantes, et croyez-moi qu'on a eu énormément de mal à faire 2 procédures complètement redondantes, de telle façon que chacun arrive avec ses résultats, et au cas où les résultats n'étaient pas les mêmes, eh bien à ce moment-là, on arrêtait le processus de divergence, et puis on se reposait la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Donc on a fait ça, et derrière, on n'a plus eu de problème comme ça. Mais ça, je crois que c'est parce que... Alors, moi, je pense que c'est parce que j'avais fait le génie atomique que j'ai réagi comme ça. Parce que c'était tombé dans la routine, on peut se tromper, bon, on est protégé... Mais non, on n'a pas le droit de se tromper quand on fait diverger un réacteur qui a cette puissance-là. On n'a pas le droit de se tromper. Donc, il faut se dire ces choses-là. Il faut être précis, rigoureux. Il faut être précis aussi bien dans ce qu'on écrit
que dans ce qu'on demande, il faut que ce soit précis. Il faut être à l'écoute du personnel. Écoutez votre personnel, il sait beaucoup de choses. Surtout après les interventions de maintenance, les interventions de conduite, il vous raconte des choses, et des choses que vous pouvez, en tant que directeur, que vous pouvez améliorer. Ils vont vous dire un tas de choses, et puis il faut exiger des rapports écrits pour toutes les interventions importantes. Il faut de l'écrit. Utilisez toutes les opportunités que vous rencontrez pour demander de la réflexion et faire évoluer les pratiques, et surtout élever la compétence des gens. Donc vous voyez que vous avez un travail en tant que management, quel que soit le niveau de management où vous êtes, qui est permanent. Et ça, c'est permanent. Et donc vous devez toujours travailler, aiguillonner les gens, les faire avancer. Alors, au démarrage d'un site, les agents ont des compétences qu'on connaît, mais bon, chacun a son domaine de compétences. Tout le monde n'est pas compétent dans tous les domaines. Donc, c'est les compétences qu'ils ont acquises, alors à l'époque dans les centrales thermiques, parce que j'ai eu beaucoup de reconversions, mais aussi dans les centres de formation, mais ceux-là, ils n'avaient aucune expérience. Et donc, vous êtes obligé de faire une organisation avec des services assez nombreux, regroupés par compétences globales dans un service donné. Par exemple, vous êtes obligé d'avoir des électriciens, des automaticiens tout ou rien, des automaticiens analogiques, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes formations, pas les mêmes compétences. Et puis, vous vous apercevez que vous avez de nombreuses limites de fourniture, et que ces limites de fourniture, à chaque fois, quand vous avez un souci, c'est souvent là que ça se passe. Bon, progressivement, vous affinez votre organisation, vous la faites évoluer, mais au bout de 10 ans, vous vous apercevez qu'il y a encore des problèmes, et là, c'est plus en affinant l'organisation que vous y arriverez, c'est en refaisant complètement l'organisation, en tenant compte de l'évolution des gens, de leurs compétences, des problèmes que vous avez rencontrés et tout ça. Alors, vous réunissez votre équipe de direction, et avec votre équipe de direction, vous allez fixer des grandes règles d'organisation en vous appuyant sur ces exemples que vous avez rencontrés. Et puis, il faut que vous ébauchiez une organisation, mais vraiment une ébauche d'organisation, pas une organisation fabriquée par le comité de direction. Il faut que l'organisation laisse la place à l'initiative des agents. Et sitôt après, vous allez les voir. Alors, là, c'est le directeur du site, c'était moi. Je réunissais tout le personnel, pas en une seule fois, mais en plusieurs fois. J'avais 1500 personnes, donc vous voyez, c'est un porte-avions, une centrale nucléaire comme budget. Et puis, je prenais appui sur des soucis que nous avions eus récemment pour dire voilà pourquoi notre organisation doit évoluer. Et je rassurais les gens aussi, parce que vous savez, il y a beaucoup d'usines où on dit on va réorganiser pour réduire les effectifs. Là, je leur disais non, on ne va pas réduire les effectifs, mais on va faire mieux et on va faire plus. Donc, c'est pas le souci, c'est faire mieux et plus. Donc, après, vous avez lancé le mouvement. Vous avez du temps parce que pour écrire les règles d'organisation, c'est un chapitre complet du rapport de sûreté. Donc, un chapitre complet, entre le moment où vous allez l'envoyer à la SN et le moment où il va vous revenir approuvé, il va falloir compter 1 an. Donc, vous avez du temps. Vous avez du temps, donc il faut prendre le temps pour mettre au point une nouvelle organisation, faire travailler les gens, responsabiliser les gens dans la nouvelle organisation, les responsabiliser à tout point de vue, parce qu'il faut faire voir que dans l'organisation précédente, on avait des trous dans la raquette. Là, ce qu'on cherche, c'est à supprimer des trous dans la raquette, mais à faire augmenter encore le niveau de compétences, parce que là, ils ont atteint le maximum de compétences dans leur domaine, donc ils peuvent explorer d'autres domaines. Et ça, c'est comme ça qu'on a fait de nouvelles organisations. Vous voyez ce que je dis là? Au démarrage de la centrale, vous voyez, vous avez une montée des compétences, vous avez une amélioration de l'organisation, mais à un moment donné, vous voyez que l'asymptote arrive. Et en matière de sûreté nucléaire, si on ne progresse plus, on régresse. C'est clair. Donc, à ce moment-là, il faut dire, je change. Je change quoi? Ce qu'il faut changer à ce moment-là, mais il faut que les gens y adhèrent. S'ils n'y adhèrent pas, vous allez avoir des surprises. Alors, je vais vous parler d'un exemple concret,
vécu. Nous avions à Bugey, nous étions la seule centrale où nous avions une machine d'ouverture et de fermeture de cuve. J'ignore par quel moment elle était arrivée, mais nous avions les mécaniciens de la centrale qui faisaient les ouvertures et les fermetures de cuves, les ouvertures et les fermetures de boîtes à eau, de générateurs de vapeur, toutes les grosses opérations de l'arrêt de tranche. Et je dirais que nous avions une très très bonne équipe parce que nous sommes le seul site à l'époque où j'ai fait ça qui n'avait pas eu de blocage de goujons de cuve, de grippage de goujons de cuve, parce que nos goujons de cuve, ils étaient soigneusement inspectés par cette équipe-là, ils étaient brossés au micro-poil, donc on avait vraiment des choses qui se passaient bien. Donc je dis, on va créer une équipe dite grosse machine, parce que j'avais remarqué que à côté de ça, on avait un tas d'appareils de levage sur le site, partout, y compris des palans qui étaient à demeure, qui étaient suivis par personne. Donc, j'avais dit, et puis juste avant, je vais vous faire un aveu, on avait eu un accident qui aurait pu être très grave. On avait eu une caisse de matériel qui était mise sur le pont tournant pour descendre, parce qu'à Bugey, l'ouverture est en bas du bâtiment réacteur pour passer le gros matériel. Et puis là, on a eu ce qu'on appelle une estrope, c'est-à-dire une élingue, enfin un ensemble d'élingages qui est couvert par du tissu type bâche. Et donc les élingues, on ne les voit pas bien. Et puis une élingue a cassé, la caisse est descendue de 20 mètres. C'était une caisse qui devait faire 150 kilos. Inutile de vous dire que s'il y avait eu quelqu'un en bas, c'était fini. Donc là, les gens ont été sensibles à cette discussion en disant, bon, tout le matériel de levage, tout, les élingues, les estropes. Estrope, le mot estropié vient d'estrope, je vous signale. Donc, c'est pas rien. C'était des trucs qu'on voit dans les ports, hein, encore beaucoup. Hein. Et puis, tous les matériels de levage qu'on avait sur le site, on avait je ne sais pas combien d'appareils de levage, de palans à demeure, etc., qui n'étaient pas suivis. Donc, qui n'avaient jamais reçu d'agrément de l'AIF, etc. Donc, moi, ça m'avait frappé. Et puis, à Bugey, nous avions un site, un magasin de pièces lourdes pour le parc et pour l'ensemble du parc, y compris Queberg et Dayabé, dans lequel il y avait un stator d'alternateurs, un rotor d'alternateurs, des stators de turbines, des rotors de turbines. Bon, le pont était là, il n'était pas suivi. On s'en servait, mais personne ne se sentait responsable du pont. Donc j'ai dit, vous prenez tous les appareils de levage. Je ne sais pas combien il y en a, mais vous allez les recenser et tous les voir. Bon, là-dessus, je désigne un ingénieur qui était relativement jeune, qui rencontre tous les gars qui sont censés aller dans le futur service, et il leur dit, voilà. Et les gens, pour vous dire que la réflexion est globale, les gens leur disent, mais si on prend aussi le chargement et le déchargement du combustible, on maîtrise tout le chemin critique des travaux dans la partie réacteur. Alors, il vient me voir et il me dit, voilà ce que me disent les gens, et ça ne me paraît pas idiot. Et moi, je lui dis, je ne dirais pas que c'est pas idiot, je dirais que c'est génial. Moi, je trouve que c'est ça qu'il faut faire. Mais je lui dis, c'est pas tout, mais si vous prenez ça, il faut prendre aussi le colisage. Alors, le colisage, si vous ne savez pas ce que c'est comment on va déposer tous les morceaux qu'on enlève, les colis, sur la plateforme réacteur, qui est très petite, pour éviter de faire 1000 manutentions, pour aller retrouver tel matériel, tel matériel. C'est un travail très, très compliqué. Et il éclate de rire quand je lui dis ça. Je lui dis, pourquoi tu ris? Il me dit, parce que j'ai dit au gars, si je vais voir le patron en lui disant, pour le chemin critique, il va me dire, vous prenez aussi le colisage. Donc je lui ai dit, tu vois, on a eu la même idée, donc vous prenez le colisage. Et là-dessus, bon, on organise le service comme ça.
Et on reprend vraiment tous les matériels. On avait un répertoire de tous les matériels de levage qui était énorme, y compris les matériels de levage qui servaient à l'occasion, comme les tyrophores du magasin, etc., les palans mobiles et tout. Donc on les revoit, on les travaille, on les rénove, on les remet au point, etc. Et on avait quand même un problème, c'est que les machines de déchargement et de rechargement étaient dans le bâtiment réacteur et elles étaient donc à 50 degrés, 100% d'hygrométrie pendant 1 an. Et quand on voulait les redémarrer, l'électronique avait toujours des problèmes. Donc on discute et on a dit qu'il faudrait faire une électronique durcie, un peu comme le char d'assaut. Donc je demande au constructeur, qui est de Lyon d'ailleurs, et que je connaissais bien, de venir me voir. Et je lui dis, voilà, il nous faudrait une électronique durcie sur la partie électronique des machines de chargement, de déchargement, sur l'électronique du pont tournant réacteur, etc. Et il me dit, ben, nous, on y a aussi bien réfléchi et on a une proposition à vous faire. Ah, quelle est la proposition? Ben, la proposition, c'est de faire simplement une électronique embrochable. Donc, on l'utilise pendant le déchargement, on la sort après le déchargement, on la magasine. Et en même temps, on fait aussi un banc de test qui permet aux gens de se tester avant de faire les opérations, de tester l'électronique, etc. Et là, vous êtes tranquille. C'était génial. Donc vous voyez que l'intelligence, elle n'est pas seulement au niveau des gens du site, elle est aussi au niveau des sous-traitants. Il faut utiliser l'intelligence de tout le monde. Les sous-traitants ont aussi... et on a fait ça pour le pont tournant du bâtiment réacteur, on a fait ça pour toutes les tranches. Et puis finalement, ça a été repris sur toutes les tranches en France. Et là où on avait 4 électroniques, on n'en a eu plus que 2, puisqu'on faisait que 2 déchargements de façon quasi simultanée, mais c'était rare. Alors après, les critères de compétence. Alors là, ça a été un travail de longue haleine, où on avait commencé par écrire les compétences qu'il fallait avoir pour être, par exemple, technicien d'exploitation. Mais on faisait ça au niveau des chefs de service. Et à un moment donné, on s'est aperçu qu'on faisait fausse route et que ce n'était pas au chef de service de faire ça, c'était au niveau de ceux qui étaient passés par technicien d'exploitation, c'est-à-dire les opérateurs. C'était les opérateurs qui devaient dire « Voilà, quand j'étais technicien d'exploitation, voilà ce qui m'a manqué, voilà ce que je savais bien faire. » Voilà. Bon. Donc, on a redescendu chaque fois. Le niveau N+1 faisait les critères de compétence du niveau N, etc. Donc, on a écrit, formalisé tous les critères de compétence. Et ça permettait aux gens du niveau N de savoir où ils en étaient des compétences à avoir pour éventuellement postuler pour le niveau N+1. Donc, ça a été un très, très gros travail, mais ça a été un travail très instructif pour tout le monde. Nous, on a beaucoup appris parce que les niveaux de compétences du niveau N+1 pour le niveau N, il y avait des choses qu'on aurait complètement oubliées. Blayet avait mis au point un système d'auto-évaluation des services qui était super bien construit. Donc j'ai demandé aux gens du budget d'adopter ce système et d'auto-évaluer les services. Alors ils s'auto-évaluaient et puis ils se donnaient une note générale. Et puis ils voyaient les endroits où ils étaient plutôt faibles et les endroits où ça allait bien. Et là aussi, ils montaient en niveau. Et puis les relations avec les syndicats. Là, je vous en parle un petit peu. Les syndicats, à l'époque où j'étais directeur, étaient très puissants. Moi, j'avais 55% de CGT à budget, puis c'était pas d'étendre, hein, je peux vous le dire. Mais quand j'ai pris la direction, je les ai réunis, tous, et je leur ai dit, écoutez, entre les syndicats et la direction, il y a une vie publique. Il y a des assemblées générales, vous tapez sur le patron, ok, là, je l'admets, ça fait partie du métier. Mais il faut qu'on ait aussi une intimité. Vous avez des problèmes, des fois, d'une personne que vous avez envie de voir traiter. Et ça, on en parle entre nous. Et ça ne sort pas de mon bureau. Et on cherche la meilleure solution. Donc, comme j'arrivais à 7h au boulot, de 7h à 8h, je leur disais, moi, je suis toujours là. Donc, vous veniez
à 7h30, je vous offre le café, on parle de votre problème et 2 jours après, je vous propose des choses. Donc on s'est mis d'accord là-dessus. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que cette discussion sur l'intimité et le règlement de cas personnels pour lequel ils n'avaient pas de solution, ils étaient bien obligés de passer par la hiérarchie, et puis la grande messe de l'Assemblée générale dans l'atelier, bon, qui avait une différence, ça a changé complètement nos relations. Ça a changé complètement nos relations. Et moi, je dois dire que je me suis félicité de ça, parce que de temps en temps, dans les problèmes qu'ils venaient me raconter, il y avait des problèmes graves. Et des problèmes... Vous savez, quand vous avez des gens, vous les avez pendant 20 ans, l'homme que vous avez au début, ou la femme, et celui que vous avez à la fin, c'est plus le même. Par exemple, je prends un cas très classique, où vous avez des gens qui sont rentrés comme rondiers, techniciens d'exploitation, qui sont arrivés chefs de car, qui ont 45 ans, et qui, à un moment donné, ont des problèmes de sommeil. Autant à 20 ans, ils arrivaient à dormir, faire les 3-8, ça ne les gênait pas. Autant à 45 ans, il y a un problème qui se dérègle. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un incident. Il faut bien prendre en compte le problème du monsieur qui est là et qui demande à changer de poste. Alors ça pose toujours un problème parce qu'il y a un problème de pognon qui est derrière, il y a les primes de car, il y a tout ça. Mais on trouve des solutions, il y en a toujours des solutions. Et donc, moi, j'aime bien traiter ces cas en dehors de toute pression, en dehors de tout truc. Et parce que si vous ne les traitez pas dans l'intimité, ils en font une généralité. Donc, soyez ouverts à cette discussion. Et puis après, quand, par exemple, ils faisaient des blocages de sites en mettant des chaînes devant le site. Moi, la première fois, ça m'est arrivé en 88. D'abord, je savais qu'ils allaient faire ça. Je suis parti avec le coupe-boulon le soir. Le matin, à 5h30, j'étais devant le site avec l'huissier. Le coupe-boulon, ils étaient là. Qu'est-ce que vous faites? On bloque le site. Est-ce que vous êtes responsable de la sûreté du site? Messieurs, un tel, pour que l'huissier note les noms. Ah ben non, c'est vous. Ah bon, d'accord. Paf, je coupais la chaîne, le cadenas. Et après, ils étaient là avec une feuille où il y avait les gens d'astreinte. Alors, on laisse passer celui-là parce qu'il est d'astreinte. Non, mais attendez, qui est responsable de la sûreté du site? Ah ben c'est vous, monsieur. D'accord. Alors, moi, je laisse rentrer qui je veux. Je laisse rentrer tout le monde, tout ce qui n'était pas en grève, il rentrait sur le site, bien entendu. Donc, une fois, ça leur a suffi. Ils savaient qu'après, c'était fini. Bon, on ne pouvait plus bloquer le site. Parce que il faut ne pas hésiter à leur dire, mais qui est responsable de la sûreté? Vous ou moi? Et ils savent qui est responsable de la sûreté. Mais il y a aussi une autre chose très importante. Quand vous avez un incident ou une constatation, il faut que vous les mettiez tout de suite dans l'information, avant qu'elle soit sortie dans les journaux. Je vous donne un exemple vécu sur la tranche 3 à Bugey, qui a été la première à faire sa visite décennale. On a trouvé, lors de la visite décennale, toutes les soudures entre les tuyauteries principales et les sorties de cuve avec une toute petite fissure circonférentielle de 1/10 de millimètre à peu près. Les 6 soudures étaient affectées. Et donc ça, c'était un défaut qui était arrivé pendant le fonctionnement. Jamais cette tranche aurait démarré si ce défaut avait existé avant. Donc c'était un défaut qui était très embêtant, parce qu'une fissure circonférentielle, M. Bréchet pourra vous le dire, c'est une fissure qui peut travailler. Donc, moi j'ai su ça le matin à 7h, à 8h, j'avais les syndicats. Et je leur ai dit, voilà, on a découvert ça cette nuit, j'organise une réunion dans la journée avec les gens, les experts d'EDF, les experts du bureau de calcul et de contrôle nucléaire de l'ASN, pour voir ce qu'on fait. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui ce qu'on fait, mais je sais vous dire ce qu'on a. Et puis, 2 jours après, quand on a su comment on allait régler ça, je les ai convoqués. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de le retrouver sur France Info ou sur Libération, comme c'est arrivé. Donc, vous devez associer... Ce sont les représentants du personnel, ne l'oubliez jamais.
Et vous devez les associer aux grands moments de la vie du site. Et ça, c'était très important. Donc je vous le dis, si un jour vous avez ce genre de responsabilité, n'oubliez pas que ces gens-là, des fois, ils sont pénibles, même je dirais souvent. Ils sont souvent pénibles, mais c'est comme ça. Alors, l'erreur individuelle. Tout le monde fait des erreurs. Le directeur du site fait des erreurs. Les gens font des erreurs. Donc, ce qu'il faut, c'est pousser les gens qui ont fait des erreurs à ne pas avoir d'attitude de retrait, c'est-à-dire à ne pas cacher l'erreur qu'ils ont fait, mais au contraire, à la divulguer, à dire « j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur à tel moment, à tel endroit. » Quand ils en ont conscience, parce que des fois, ils n'en ont pas conscience. Mais la plupart du temps, ils en ont conscience, au moins en exploitation. On a fait une erreur. Et quand, moi je dis, l'erreur, elle est humaine. Et l'erreur, c'est pas honteux. Mais ça exige de ceux qui ont fait une erreur un travail de réparation. Trouver pourquoi j'ai fait cette erreur. Et derrière, si j'ai fait cette erreur, d'autres peuvent la refaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en matière de formation, en matière de modification des procédures, etc., pour éviter que d'autres fassent la même erreur que nous, que moi. Bon, donc, il faut faciliter l'expression des gens. Il faut faciliter l'expression des gens sur les erreurs. Et il ne faut pas qu'il les dissimule. Par contre, ce qui devient une faute lourde, c'est une erreur consciente qu'on cache. Alors ça, c'est la porte. Une faute lourde comme ça, c'est le licenciement. Donc, vous voyez qu'il faut bien faire prendre conscience aux gens qu'une erreur, ce n'est pas honteux. Moi, directeur du site, j'ai fait des erreurs. J'en ai fait, plus que ma part. Mais à un moment donné, bon, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et les gens, ils avaient pris cette habitude-là. Alors, je vais vous dire une chose, c'est qu'un jour, je suis allé invité par mes amis chinois en 2007, parce qu'ils avaient des gros problèmes de formation. Alors, j'avais formé les cadres chinois, les jeunes cadres chinois qui allaient démarrer d'IAB sur le simulateur. Et donc, on se connaissait bien. Et à un moment donné, ils avaient un problème de formation d'ensemble parce que c'est plusieurs compagnies séparées. Ils ne savaient plus comment faire pour éviter de se piquer le personnel compétent. Donc, on en avait discuté pendant une semaine. Puis, à la fin de la semaine, on avait trouvé un terrain correct. Et puis, j'apprends, comme ça, je ne sais pas comment, que les gens qui faisaient des erreurs à d'IAB, ils étaient sanctionnés. Je leur dis, mais malheureux, ne faites jamais ça. Au contraire, poussez-les à vous dire qu'ils ont fait une erreur. Par contre, celui qui cache l'erreur qu'il a faite, alors qu'il en est conscient, alors lui, ok. Mais ne faites plus ça. Sinon, on va vous dissimuler les erreurs et puis vous allez les reproduire. Et là, ils avaient été très surpris, parce que ce n'était pas dans la culture chinoise. Ils avaient été très surpris de cette approche-là. Bon, moi, je vais vous dire les exercices de crise. Ça aussi, alors ça, c'est le patron. Je faisais à peu près un exercice de crise tous les 2 mois, à toute heure du jour, de la nuit, le dimanche, le samedi, le 14 juillet au soir, ça m'est arrivé souvent même. Et le seul qui était dans la confidence, c'était mon adjoint, bien entendu, et le préfet, pour pas qu'il soit ému. Et donc, je lançais un exercice de crise à 2h du matin, à 3h du matin, à midi. Le 14 juillet au soir, quand il y a le bal, ça c'est très révélateur des gens qui sont mal garés et qui empêchent les gens qui sont d'astreinte de sortir avec leur voiture. Donc, j'engueulais après le capitaine de gendarmerie. Ça me donnait un peu le plaisir d'engueuler un capitaine de gendarmerie. D'habitude, c'était lui qui m'engueulait. Mais voilà. Et les exercices de crise, j'en ai fait. J'ai été 7 ans patron, 6 ans adjoint. Je m'en occupais aussi étant adjoint. Donc, pour prou, j'en ai fait une centaine. Et souvent avec les mêmes équipes. Hein. Eh bien, à un moment donné, je me suis dit, ils vont râler, quoi. 2h du matin, 3h du matin, ils vont râler. Jamais, 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 ils ont râlé. Jamais. Ils venaient, ils faisaient leur boulot. Après, on faisait un petit débriefing et puis on cassait la croûte. Mais ils n'ont jamais râlé parce que ça leur permettait de voir qu'ils étaient capables de remplir leur mission
en situation de crise. Et ça, pour eux, c'était très important. Ça les rassurait quelque part. Et donc, j'ai jamais eu donc, je crois qu'il faut ne pas hésiter à faire des exercices de crise pour que les gens se mettent bien dans la tête leur rôle si jamais il venait y avoir un accident sur le site. Et puis, il y avait des exercices de crise qui étaient alors officiels avec l'ASN, avec le préfet, etc. Donc là, on mettait le grand tralala, mais c'était l'ASN qui nous aiguillait sur tel et tel exercice. Et puis, alors, l'évaluation, il ne suffit pas de se regarder le nombril sur le site. Il faut aussi se faire regarder le nombril par l'extérieur. Donc, on a bien sûr les inspections de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, ou de l'IRSN, pour la radioprotection notamment. On a les inspections de l'Euratom, pour la partie matière fissile, et puis on a les inspections de la sûreté d'EDF. Ça, il y a un service sûreté au niveau central qui nous inspecte régulièrement. Donc, mais je dirais, là, on est encore franco-français. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à demander des évaluations par les pairs. Alors, il y a les peer reviews qui sont organisés par l'Association des exploitants mondiaux dans le domaine du nucléaire. WANO est une organisation qu'on a montée après l'accident de Tchernobyl. Et puis, il y a les évaluations de la sûreté faites par l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, ce qu'on appelle les OSART. Donc ça, là, vous voyez des gens qui arrivent, qui parlent anglais pour la plupart, et qui vont vous inspecter de A jusqu'à Z dans une OSART. Ils sont 15, 20 à arriver, et ils vont vous faire des recommandations au bout de leur inspection. Alors, on va échanger aussi des bonnes pratiques, ce qu'ils font chez eux, ce qu'on ne fait pas chez nous, donc comment on peut faire, etc. Et puis, un an après, ils font une revue post-inspection pour voir si toutes les recommandations qu'ils avaient émises ont été prises en compte sur le site. Donc, c'est en boucle. Hein. On n'est pas en système ouvert, on est en système fermé. Donc, c'est très intéressant. Et vous avez aussi des ingénieurs de chez vous qui sont appelés par un patron d'une OSART qui dit « Moi, j'aimerais avoir un ingénieur de budget, un ingénieur d'ici, un ingénieur belge, et qui prend plusieurs ingénieurs chez vous pour une période de 3 mois, parce qu'il faut préparer. L'OSART, ce n'est pas rien. Il faut le préparer, il faut le réaliser, puis il faut derrière vérifier l'exécution des recommandations. Donc, c'est un gros travail. Donc, moi, j'ai eu des ingénieurs qui ont été pris par des OSART, et notamment un qui est allé faire une OSART à Ignalina, qui est une centrale RBMK. Un ingénieur qui venait de Bugey. Voilà. Alors maintenant, on va prendre... Je suis bon? Je suis dans les temps? Oui. Bon. On va prendre les accidents mondiaux. Alors, l'accident de Three Mile Island, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Il a eu lieu en 1979. Nous, on démarrait Bugey et Fessenheim. Et c'est un transitoire à 4 h du matin qui s'est passé. C'était sur un REP Babcock et Wilcox, je vous ferai voir le schéma tout à l'heure, qui se traduit, alors ce transitoire se traduisait sur ces réacteurs par une ouverture momentanée des soupapes du pressuriseur qui se refermait après. Et là, bon, ouverture des soupapes pressuriseurs, derrière, fermeture des soupapes pressuriseurs, au moins, c'est l'information que les opérateurs ont eue en salle de commande. Puis un moment après, ils ont eu mise en service de l'injection de sécurité. Alors là, ils ont commencé à ne plus comprendre du tout ce qui se passait. Puis, comme ils ne comprenaient plus, puis que pour eux, ils ne voyaient pas l'intérêt d'avoir l'injection de sécurité, puisqu'il n'y avait pas de brèche sur le primaire, donc ils ont arrêté l'injection de sécurité, et là, ils ont commencé à avoir une ébullition de l'eau primaire qui a commencé, puis qui a augmenté, qui a augmenté, qui a augmenté. Les vibrations des pompes primaires se sont élevées. À un moment donné, elles sont arrivées au seuil où il fallait les déclencher, ils les ont arrêtés. Et au moment où ils les ont arrêtés, paf, il y a eu une séparation de phase entre la phase vapeur et la phase de eau. Ils avaient perdu beaucoup d'eau. Ils ont appelé l'astreinte direction, l'astreinte exploitation, etc. Ils auraient dû l'appeler avant, qui arrivait en salle de commande, tout de suite demandait la mise en service de l'injection de sécurité, la remise en service de l'injection de sécurité. Et bon, mais le mal était fait et une partie du cœur avait fondu. Donc c'était des réacteurs comme les nôtres. Babcock et Wilcox, vous allez voir, la seule différence, c'est le générateur de vapeur. Le mal était fait,
une partie du cœur avait fondu, mais on n'avait pas traversé le fond de cuve. Donc on n'était pas dans la situation de Fukushima. Et vous voyez ce que j'ai mis en bas. Un incident précurseur, c'est-à-dire un incident de même nature, s'était produit à la centrale de Davis Base aux États-Unis, et cet incident n'avait pas été exploité. Bon, donc on s'est aperçu après qu'il y avait eu ce précurseur. Je vous montre le schéma tout simple de Three Mile Island. C'est un pressurisé. Vous voyez, la seule différence, c'est que vous avez le générateur de vapeur qui a tube droit, avec l'entrée d'eau chaude par le haut, froide par le bas, donc c'est un peu gênant parce qu'on n'est pas en thermosiphon. Et puis, bon, c'est la même installation que la nôtre, et puis le pressuriseur et ses soupapes de décharge. Alors ça, voilà derrière, une fois qu'on a pu ouvrir la cuve, c'est-à-dire 10 ans après, hein, vous voyez, on avait fondu une partie du cœur, une partie du corium fondu était sur le fond de cuve. En haut, on avait une cavité, après un lit de croûte, puis la cavité qui correspondait au corium fondu. En gros, les 2/3 du cœur avaient fondu. On avait une chance inouïe qu'il ne soit pas passé à travers le fond de cuve, et c'est probablement la remise en service de l'injection de sécurité qui a évité qu'on traverse la cuve. Donc vous voyez, ça a été un coup de tonnerre. Hein. Je vous assure que l'accident de Three Mile Island, ça a été un coup de tonnerre. Alors, ça montre quand même la robustesse des REP, et puis ça montre qu'il y a eu de petits rejets de gaz à Three Mile Island, mais sans aucune conséquence sur le public, sur l'environnement. Donc, c'est quand même, il n'y a pas un mort, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas... Bon, c'était quand même rassurant pour nous qui avions des REP, mais ça nous interrogeait énormément parce que l'accident de fusion de cœur, dans ce REP, il n'était pas pris en compte. Donc derrière, aux États-Unis, voilà tout ce qui est arrivé. Alors ça a été énorme. Aux États-Unis, ils ont créé un organisme qui permet de faire le lien entre toutes les compagnies d'électricité, qui s'appelle l'INPO. Ne me demandez pas, c'est un acronyme américain, donc je ne me rappelle plus ce qu'il veut dire, mais qui était ouvert. Donc EDF a demandé à y participer, et on a 2 ingénieurs EDF qui se succèdent régulièrement à l'INPO et qui nous font passer toutes les informations que l'INPO reçoit. L'INPO reçoit de l'information, donne de l'information, donc on est au courant. Bien entendu, il a fallu améliorer l'ergonomie de la salle de commande, tout simplement parce que, et ça c'était vrai dans toutes nos installations, l'information de fermeture de la soupape n'était pas prise sur la soupape elle-même, elle était prise sur l'organe qui donnait l'ordre à la soupape de se fermer. On l'avait partout, on en avait partout. Donc, on a regardé tous les endroits où on pouvait mettre l'information directement sur l'organe, et puis, quand on ne pouvait pas mettre l'information sur l'organe, on disait le disjoncteur de démarrage de telle pompe est enclenché. Mais on ne disait pas la pompe a démarré. Il fallait que l'opérateur aille voir si la pompe avait bien démarré, parce qu'entre le disjoncteur et la pompe, on peut avoir des désordres. Donc, il fallait regarder ça. On a mis en place, alors à EDF, ça a été presque immédiat, on a mis en place des ingénieurs de sûreté dans les équipes de car. Alors ça a été dur, difficile, parce qu'on n'avait pas une pléthore d'ingénieurs qui étaient capables de faire la sûreté en car. Donc ils faisaient la sûreté en 3/8, mais ils ne s'occupaient que de la sûreté. C'est-à-dire qu'ils n'avaient que ce scope, et ils ne s'occupaient pas du management des équipes de car, des remplacements, des trucs comme ça. Ce n'était pas leur affaire, c'était l'affaire des chefs de car. Alors, j'étais à l'époque sur le centre de formation du budget. On avait notre premier simulateur et notre second simulateur venait de démarrer. Bien entendu, immédiatement, on a regardé ce qu'il fallait faire sur les simulateurs. Alors, la première chose qu'il fallait faire, c'était améliorer le domaine de simulation. Il n'était pas suffisamment grand. Il y avait un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire. Il a fallu qu'on les fasse. On avait, par exemple, les simulateurs ne simulaient pas. Alors, les simulateurs, ce sont des modèles mathématiques qui sont interconnectés les uns aux autres. Donc, ce n'est pas des scénarios qu'on joue. Ce sont vraiment des modèles mathématiques qui réagissent aux opérations que font les gens en salle de commande. Et on avait quelque chose qui n'était pas simulé, c'était le passage en biphasique
Bon, passage en biphasique, il a fallu qu'on utilise les données qui nous venaient d'une boucle qui a été faite par le CEA et qui a été aussi utilisée par EDF, qui s'appelait la boucle Qatar, et qui ne donnait pas des modèles mathématiques, mais qui nous a permis d'avoir d'autres modèles qu'on a injectés dedans pour simuler ce qui se passait en cas de passage en biphasique. Puis on a travaillé au centre de formation avec tous les ingénieurs que j'avais, on a travaillé pour vous dire, maintenant on va faire une session particulière de formation sûreté en exploitation, où passeront tous les opérateurs, les chefs de car, les adjoints chefs de car, les ingénieurs de conduite. Donc c'était une session de 3 semaines, et on leur faisait faire des acrobaties sur le simulateur. Je vous garantis que c'était des moments très difficiles. Et puis, on s'est posé la question du comportement psychologique des opérateurs en situation de stress. Je vous en dis 2 mots. Quand vous avez un compte-rendu d'une équipe de car sur un incident, vous avez toujours l'impression qu'on ne vous raconte pas tout. Et c'est vrai, on ne vous raconte pas tout. Et quand on faisait le débriefing, parce que c'est très important, c'est en simulateur, si ce n'est pas suivi d'un débriefing, ça ne sert à rien. Le débriefing avec les instructeurs simulateurs, c'était voir avec les équipes eh bien, ce qui s'était passé. Alors, bon, surtout lors des incidents, accidents, il s'est passé ça, on a vu ça, on a vu ça, puis on a fait ça, on a fait ça, et puis entre on a vu et on a fait, il s'était écoulé 2 heures de simulation complètement oubliées. Complètement oubliées. Alors l'instructeur les poussait dans leur retranchement, mais attendez, ça c'était à tel moment, ça c'était à tel moment, et entre les deux, alors il y en avait un qui se grattait, qui disait « Ah oui, il me semble qu'on a fait ça, puis il me semble qu'on a fait ça. » Puis bon. Et donc, les gens ne vous mentent pas, ils n'oublient pas. C'est derrière, alors moi j'ai fait tous les stages simulateurs. Je les ai faits après ça. Après avoir vu ça, je me suis mis dans les mêmes conditions. Et j'ai été comme eux. J'avais des portions complètes de mémoire qui étaient effacées. Alors, l'explication est relativement simple. Quand vous êtes en période de stress intense, c'est-à-dire que vous êtes devant une situation difficile, vous faites un tas d'opérations, mais votre cerveau travaille exclusivement pour prévoir la réaction du système que vous utilisez, prévoir comment il va évoluer. Et alors, s'il évolue dans le bon sens, c'est la preuve que vous avez fait le bon diagnostic, etc. S'il évolue dans le mauvais sens, c'est la panique générale. Mais comme votre cerveau est à 120% là-dessus, eh bien, il ne mémorise pas. Il mémorise pas. Alors, on ne peut pas dire qu'il ne mémorise pas parce que ça revient. Si on vous l'extrait, ça finit par revenir. Mais c'est très grave parce que vous aviez des équipes qui faisaient 1 heure, ils avaient un bon diagnostic de la situation, puis derrière, eh bien, ils se retrouvaient face à un oubli, et puis quelqu'un disait « on s'est trompé », et on changeait de diagnostic au bout de 2 heures et demie. Et puis là, on s'embarquait dans un truc, alors là, c'était la cata. Donc, d'abord, on leur a expliqué ce qui se passait. On leur a dit que dans l'équipe de 4 qui était devant le simulateur, il fallait qu'il y en ait un. C'est trop long. 10 minutes. Oh, ça va. On leur a dit qu'il fallait qu'ils prennent un peu de recul et qu'ils fassent... Alors ça, c'était le rôle de l'ingénieur en général. Et puis, on pouvait se tromper de diagnostic après. Et quand on se trompe de diagnostic après, c'était la catastrophe. Alors, ça nous a amené à faire d'abord leur expliquer ce qui se passait dans leur cerveau et que ça se passait dans tous les cerveaux du monde. Et par contre, on a développé, alors ça s'est mis en place progressivement, les procédures accidentelles par états fondamentaux de la chaudière, les états fondamentaux de sûreté de la chaudière. Alors ces procédures sont des procédures qui sont très gênantes pour les opérateurs parce qu'on abandonne les procédures séquentielles, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de faire un diagnostic. On ne vous demande pas, c'est fini ça, on ne vous demande plus de faire un diagnostic. On vous dit simplement, vous avez pris telle et telle disposition, est-ce que l'état de sûreté de votre chaudière est en train de s'améliorer, de se redresser, ou il se dégrade encore? S'il se dégrade encore, voilà la procédure qu'il faut que vous appliquiez.
etc., etc. Donc, vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans cette situation, mais vous sauvez le cœur. Et aujourd'hui, dans toutes les salles de commande, pour les accidents graves, vous avez ces procédures qui sont mises en place et les gens sont entraînés sur simulateur. Mais je vous garantis que intellectuellement, c'est quand même quelque chose d'assez gênant. Et on a révisé par la même occasion les PUI, les PPI. Le PUI, c'est le plan d'urgence interne. C'est ce qui est déclenché par le directeur du site. Le PPI, c'est le plan particulier d'intervention qui est déclenché par le préfet, avec le conseil de l'autorité de sûreté nucléaire. Bon, alors après, on a essayé de réduire la probabilité de ce type d'accident. Et on a fait tout un tas de manips, notamment on a changé les soupapes pressuriseurs. Alors je vais faire rire les marins, là. On a fait un banc d'essai à EDF où on a testé toutes les soupapes de sûreté du monde à ressort, parce qu'elles sont toutes en ressort. Et on les a toutes coincées à un moment donné, parce qu'on avait une boucle qui vraiment les mettait à la torture. Et puis, désespérés, mais les sous-mariniers auraient pu nous parler avant, ils nous ont dit, mais nous, on a des soupapes d'un type qui est à Martigues, là, un artisan, qui fait des soupapes CBIM, qui marchent très bien. Alors, on est allé voir cet artisan. Effectivement, c'était des soupapes géniales. Et celles-là ne sont jamais coincées. Donc, on a changé toutes les soupapes pressuriseurs. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte des chantiers que ça fait dans un endroit très confiné, de changer les 3 soupapes de pressuriseurs qui sont contaminés, bien entendu. Donc, il faut les enlever, les sortir, les dessouder, ressouder le banc de soupape CBIM, les essayer, etc. C'est énorme comme boulot. On a fait un travail considérable. Alors ça, c'était pour réduire la probabilité. Mais derrière, vous allez voir, une fois qu'on a fini l'étude probabiliste, immédiatement, alors quelqu'un que Yves a peut-être connu, Tanguy. Tanguy, non? Non. Pierre-Yves Tanguy, qui était ingénieur général de la sûreté à EDF auprès du président, mais qui était avant président du comité du groupe de sûreté des réacteurs au CEA, et qui nous a... Il a dit, oui, mais bon, moi, je ne veux pas savoir ce que vous avez fait dans le probabiliste. Maintenant, imaginons que tout ça, ça ne serve à rien, et que vous ayez quand même une fusion du cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'enquiquiner l'environnement? Alors, bon, qu'est-ce qui va se passer? Bien entendu, on va avoir un dégagement considérable d'hydrogène. Cet hydrogène, on avait vu qu'à Three Island, il avait fait des petites explosions quand on a analysé l'enregistrement de pression dans l'enceinte. Donc on a dit, il faut éviter des explosions d'hydrogène. Alors pour ceux qui ont vu Fukushima, vous avez vu ce que ça donne une explosion d'hydrogène sur la partie supérieure des réacteurs. Donc on a mis des recombineurs passifs, catalytiques, d'hydrogène pour recombiner l'hydrogène avec de l'oxygène et faire de l'eau. Donc ça, on l'a mis aux endroits supposés où on allait avoir des concentrations d'hydrogène. Et puis, on est parti du principe que le corium traversait la cuve et il allait attaquer le béton sacrificiel qui est à la base de l'enceinte. Et là, il y a des gaz qui vont partir. Et ces gaz, ils sont incondensables par définition. Donc ces gaz vont faire monter l'enceinte en pression et à un moment donné, on risque de dépasser la pression de calcul de l'enceinte. Donc il fallait utiliser le circuit de décompression de l'enceinte pour décomprimer l'enceinte, mais en le décomprimant, il fallait éviter d'aller contaminer l'environnement par notamment les aérosols de césium. Donc on a mis sur le circuit de décompression de l'enceinte un filtre à sable de 100 tonnes qui avait été testé à Cadarache pour arrêter le maximum d'aérosols, pratiquement 99% des aérosols de césium. Bon, les gaz rares partaient, la fraction gazeuse de l'iode partait, mais je dirais que bon, on était à peu près couverts. Normalement, on devrait, si se passait ce type d'accident, on ne devrait pas avoir les mêmes problèmes qu'à Fukushima. Et j'espère qu'il ne se passera pas. Alors je vous passe très vite Tchernobyl. Bon, Tchernobyl, ça vous sert. C'était un réacteur instable sur le plan neutronique et instable à faible puissance. Ils ont fait en 86
quand ils étaient à faible puissance, il y a eu tout un bazar qui s'est fait avec des gens qui venaient de Moscou, qui ont donné des ordres différents de ceux de la hiérarchie. Les opérateurs étaient paniqués, plus personne avait de culture de sûreté, donc ils ont fait leur manœuvre vers le soir. Et vous voyez qu'en l'affaire de 2 secondes, ils sont passés de 200 MW thermiques à 300 000 MW thermiques. Bon, ça c'est ce qu'on appelle une divergence incontrôlée. Donc vous allez voir les dégâts. Voilà les dégâts. C'était un réacteur RBMK, on ne les connaissait pas bien. Voilà encore les dégâts. Vous voyez sur cette photo ici, là, vous voyez la dalle supérieure du réacteur. Alors c'était un réacteur qui ressemblait un peu à nos réacteurs graphite gaz. La dalle supérieure, elle pèse 2000 tonnes. Voilà comment ça se situe après la phase accidentelle. Là, ça a été, bon, franchement, on n'a pas appris grand-chose de Tchernobyl, sauf qu'il fallait revoir complètement nos organisations de crise, mais on a surtout créé WANO, et les Russes, enfin les Soviétiques, en 86, c'était encore l'Union soviétique, ont été d'accord pour entrer dans WANO. Alors qu'ils cachaient tout jusqu'à maintenant, bon, ils ont été d'accord pour entrer dans WANO. Mais on a vu qu'il fallait vraiment faire une culture de sûreté complète. Et vous aurez à lire un jour l'INSAG 4 de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Vous verrez que c'est très compliqué à lire parce que c'est que du texte. Et vous vous demandez comment vous allez faire passer ça du texte en pratique chez vous. C'est un exercice pour le management. D'abord, comment je fais passer cette culture de sûreté en pratique ? Et puis, on a décidé de distribuer à titre préventif des comprimés d'iode stables aux populations autour des centrales. Et on a fait beaucoup d'explications et puis, on a mis au point cette échelle. Alors, on avait vu que l'échelle de Richter dans les séismes était quand même très utile. Donc, on a mis en place cette échelle internationale qui permet de situer où se trouve l'incident. Quand on dit qu'on a un accident de niveau 7 à Tchernobyl et à Fukushima, vous voyez où il se trouve. Mais quand on dit qu'on a une anomalie de niveau 1 en France, et que parce que les génériques, on l'a fait passer en incident de niveau 2, bon, c'est un incident, c'est vraiment rien d'autre. Et puis, derrière, bon, nous, on a utilisé le séisme de Kobe au Japon, qui a eu lieu en 1995, à ma souvenance, je crois. Oui, au petit matin, au mois de décembre, et qui a fait 250 000 personnes déplacées, 45 000 morts. Bon, le séisme de Kobe, c'est sur la côte ouest du Japon, c'est un port. Nous avons analysé avec le BRGM et l'IRSN toute la séquence séisme de Kobe, et nous avons fait une revue séisme de toutes nos installations qui ne s'est pas arrêtée depuis. On est toujours en précaution séisme. Donc voilà la ville de Kobe. Ça, c'était l'autoroute qui traversait la ville. Vous voyez ce qu'il en reste. Et vous voyez, ben voilà la partie neuve de la ville qui est en flammes parce qu'il y a beaucoup de gaz. La partie ancienne de la ville en bas qui est toute détruite. Et puis vous avez le séisme de Banda Aceh, c'est-à-dire au nord de Sumatra, dont vous avez sûrement entendu parler, puisqu'il s'est passé en 2004, en décembre 2004, le lendemain de Noël. Et c'est un séisme de 9, mais une profondeur très faible, 30 km. Et donc, il y a eu un tsunami absolument gigantesque qui s'est répandu sur les côtes de l'Inde, qui est allé jusque sur les côtes est de l'Afrique. Et ce séisme a fait 240 000 morts. Donc, pour l'essentiel, le tsunami, hein, ce n'est pas le séisme lui-même, c'est le tsunami. Là aussi, bon, alors un tsunami, c'est quoi? Le séisme, quand il dégage son énergie et qu'il est sous-marin, il va agiter l'eau au droit de l'épicentre, donc ça va faire un grand jet d'eau. Puis après, vous allez avoir ces ondes qui vont aller, la longueur d'onde va aller en s'allongeant, et son amplitude en se réduisant. Bon, et puis quand elle arrive sur la côte, quand le fond remonte, eh bien vous avez le contraire. Vous avez la longueur d'onde qui se réduit, mais l'amplitude qui réaugmente. C'est exactement ce qui s'est passé au Japon.
Donc vous voyez là, sur le bande AC, vous voyez les longueurs d'onde ont atteint à certains endroits 213 km, et puis vous avez 23 km à l'arrivée sur la côte, et même 10 km à certains moments, mais avec des amplitudes beaucoup plus grandes. C'est ce qui s'est passé au séisme de Sendai, de Tuoku. Et en France, on a fait une revue inondation. On avait fait après Blayais, on l'a reprise pour les réacteurs qui sont sur l'Atlantique, parce qu'on a eu un tsunami sur l'Atlantique lors du séisme de Lisbonne. Je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Bon, puis erreur de Fukushima, ben voilà. Le séisme, pareil, un séisme de 9 à 32 km de profondeur. Le tsunami qui arrive 42 minutes après à Fukushima. Fukushima, mal calé en altitude, qui avait fait aucun retour d'expérience sur le séisme de Banda Aceh, sur le séisme qui avait affecté la partie nord du Japon, sur la presqu'île de... je ne sais plus comment on l'appelle. Et derrière, bon, ben, bien sûr, voilà la centrale de Fukushima, quand elle marchait. Alors vous avez Fukushima Daiichi, là, en bas. Vous avez Fukushima Daini plus haut, mais vous voyez qu'elle est déjà calée plus haut. Et celle qui a été affectée, c'est Fukushima Daiichi. Donc vous voyez, voilà. Ah, pardon. Voilà l'arrivée d'eau. Vous voyez la centrale derrière. Donc vous avez la hauteur d'eau qui va complètement inonder la centrale. La centrale ne fonctionnait plus que sur ses diesels parce que tout le réseau était cassé à l'intérieur. Mais la centrale était arrêtée, enfin les réacteurs en marche avaient été arrêtés sur le signal séisme, donc tout se passait bien, ils étaient refroidis par le diesel, et là, la vague, enfin la submersion par le tsunami a fait que les diesels se sont arrêtés, et derrière, eh bien, il y a eu arrêt de la réfrigération du cœur. Et puis derrière, bon, forcément, voilà les photos. Voilà les photos après l'accident. Ah, pardon. Alors en haut, complètement en haut, là, vous avez le réacteur 1, qui est le plus petit, le réacteur 2, qui a fondu, mais on ne sait pas pourquoi il n'a pas explosé. Le réacteur 3 a explosé, bien sûr, par l'hydrogène, mais par sympathie, le réacteur 4 qui ne marchait pas a explosé aussi. Et comme ils n'avaient pas de système de filtration de la décompression, eh ben, ils ont obligé 130 000 personnes à partir à cause des aérosols de césium. Et voilà ce que c'est qu'un tsunami. Vous voyez, la photo du haut, c'est une photo de la mer avant que le tsunami arrive, et quelques minutes après, le tsunami arrive. Donc ce n'est pas une vague, ce n'est pas une déferlante. Un tsunami, c'est la mer qui s'élève, le niveau de la mer qui s'élève. Et c'est énorme. Hein. Il y a des endroits où l'eau a parcouru 10 km. Voilà le site. Et puis voilà les causes d'erreur. Ben voilà, je ne vous en raconte pas plus. Si, ce que quand même les Japonais ont fait, ils ont pris en compte le fait que l'autorité de sûreté japonaise, qui s'appelait le NISA, faisait des remarques aux exploitants qui étaient du style à votre bon cœur, quoi. Si vous les faites ou vous les faites pas, si ça vous plaît. Bon, alors TEPCO, qui avait pour habitude de tricher un peu, les faisait pas. Ils exploitaient pas. Alors, il faut dire que la philosophie au Japon, c'est il faut qu'on reste en permanence conforme à notre centrale de référence aux États-Unis. Si la centrale aux États-Unis ne bouge pas, on ne bouge pas. Par exemple, ils n'avaient pas mis de système des recombineurs d'hydrogène passif. Pourquoi ? Parce que les centrales américaines, il faut le savoir, à eau bouillante ne sont pas équipées. Ils n'avaient pas mis de filtre à sable parce que les centrales américaines à eau bouillante n'en sont pas équipées. Donc, ils se contentaient de ça. Mais je pense que ce n'est pas suffisant quand on fait du nucléaire. Il ne faut pas se contenter de ça. Sinon, voilà les accidents qui peuvent arriver. Voilà les conséquences en France. Et moi qui houspillais, moi qui houspillais les gens du budget pendant 13 ans, plus 6 ans pendant que j'étais au centre de formation sur la sûreté. Hein, quand je suis parti, je me suis dit, ils vont souffler un peu.
Ben, regardez le petit cadeau qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait ce dessin. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Donc, je vous remercie de votre attention. Bien, merci, Monsieur Fischer, pour cette intervention, ce partage d'expérience.